Bonjour tout le monde, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres sur le compte Bonne Bouffe Montréal, et bienvenue pour ce nouvel épisode du balado Mangeons Marketing. Mangeons Marketing, c'est quoi pour les personnes qui découvrent cette émission pour la première fois? C'est un balado qui a pour but de mettre en lumière les personnes qui font l'agroalimentaire au Québec. 1, pour en savoir plus sur eux, et 2, pour un petit peu accéder aux coulisses, savoir ce qui se passe avec leur marketing, les leviers qu'ils ont utilisés pour sortir du lot, leurs réussites, leurs échecs. On va voir vraiment tout ça. Aujourd'hui, on a un épisode merveilleux avec 2 invités exceptionnels. Les minettes, vous en saurez plus tard dans l'épisode. Vous allez découvrir un échange hyper profond. On va voir comment elles ont parti leur projet, quels sont leurs leviers marketing. On va voir plein de choses. Donc, restez à l'écoute. Avant de commencer, je tiens à remercier Origine qui produit et diffuse ce balado et La Grappe qui le commandite. Pour la petite information, qu'est-ce que La Grappe? C'est un collectif marketing spécialisé dans l'agroalimentaire. Donc, si vous avez besoin de gestion des médias sociaux, création de site internet, créer votre image de marque, vous pouvez clairement faire appel à eux. Ils seront directement vous accompagner de la meilleure façon possible. Et petite surprise, si vous passez par leur service, vous aurez 10% de réduction si vous dites que vous venez de la part de Mangeons Marketing. Je vous en dis pas plus et on passe à cet épisode. Nos invités s'appellent Marie-Claude et Pascal. Ce sont 2 marchandes de gourmandise pour reprendre leurs propres termes. Et on va un petit peu creuser aujourd'hui qu'est-ce qui se cache derrière les minettes. Elles sont avec moi. Je suis hyper content de les recevoir. Comment ça va, vous deux? Très bien. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Là, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on parle déjà depuis 15 minutes ensemble. Ouais. Donc là, j'ai embarqué dedans. Et avant de rentrer dans cette belle discussion qui nous attend, où on va parler des minettes, de marketing et tout ça, la première question qu'on peut se poser pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est quoi les minettes? Déjà. Les minettes, c'est nous deux, en fait. C'est à la base, le nom les minettes, c'est le surnom que notre père nous donnait. J'ai vu ça, c'est incroyable. Oui. Puis, les minettes, c'est un projet familial. Ouais. C'est un peu un hommage à notre papa, en fait, qui a semé la graine du projet sans le savoir, là, depuis notre tendre jeunesse. Fait que ça se veut, c'est ça, un hommage à ce qui a semé. Puis nous, on a repris le flambeau à notre façon, puis on a monté une petite entreprise. Préciser quand même que notre père était dans l'alimentation. Oui, il dans était l'alimentation. chef cuisinier, il a été prof de cuisine, il a une compagnie en marketing alimentaire aussi. OK. Ouais. Donc... Fait qu'on a baigné là-dedans depuis qu'on est tout petite. Et c'est ça. Donc, Et c'est quand qu'il y a eu le déclic? Parce que oui, vous avez pris le flambeau, mais est-ce que vous aviez séparément une carrière avant ou ça a toujours été évident que... Ça m'intéresse de creuser à ce niveau-là, là, de savoir tout ça. C'est un 360. On va revenir. Comme beaucoup d'entrepreneurs. C'est ça qu'on veut voir, c'est parce que c'est vrai qu'on a tous notre storytelling raccourci dans nos pages et je trouve ça intéressant de creuser des fois d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené là. On en parlera plus tard, mais au final, le why est souvent plus important que le what. Qu'est-ce qu'on propose? On s'en... écoute, comme on a dit, mon père était dans l'alimentation, puis on a toujours un peu travaillé pour lui. Tu sais, nos premiers emplois, ça a été là-dedans et tout. Et puis, en fait, c'est que on a travaillé pour lui, on a pris des chemins séparés. On n'a pas en fait, on a des carrières professionnelles séparées. Ça, moi, je viens du monde. On va commencer par la base. Moi, j'ai étudié en graphisme. Okay. J'ai travaillé en graphisme en agence. Puis, par la suite, je suis retournée sur les bancs d'école. Je me suis spécialisée en marketing web, en fait. Okay. J'ai commencé en marketing et je me suis spécialisée en marketing web. Et j'ai travaillé 10 ans là-dedans. Jusqu'au jour où on t'expliquera le 360. Marc-Claude, elle de son côté. Pendant ce temps-là, j'ai étudié en décoration, en présentation visuelle, puis j'ai travaillé en agence pour une compagnie de communication en événementiel. OK. Et en coordo au niveau du graphisme et tout. Ouais. Donc, vraiment des chemins complètement séparés. Ouais, et séparés. Le jour arriva où je suis tombée enceinte. Puis mon père, en parallèle, lui, avait son entreprise. On est toujours... c'est une entreprise familiale. Ma mère travaillait avec lui. Donc, on a toujours été impliqués par la bande dans ce projet-là, mais sans y être...
comment je dirais, physiquement ou quoi que ce soit. On a chacun eu nos parcours professionnels. Puis, moi, suite à un épuisement professionnel, suite à une pause d'un épuisement professionnel, Marc-Claude était dans son 2e congé de maternité, un classique. On se pose beaucoup de questions, on se demande c'est quoi la suite. Notre papa, malheureusement, ça faisait déjà quelques années qu'il était décédé. Il est décédé d'une maladie, la SLA. Ça a été une grosse perte et tout. Puis, pendant cet été-là de remise en question, moi en congé forcé, Marc-Claude en congé de maternité, naturellement, on a eu une envie de reprendre un peu... En fait, on s'est juste laissé aller à ce qu'on aimait, qui était cuisiner. Et c'est ça la base du projet. C'est ce que mon père qui était un chef cuisinier de métier, on a toujours grandi dans une maisonnée où ça cuisinait toujours. On recevait à la maison, mon père cuisinait, ma mère cuisinait, il y avait toujours des gens à la maison. Fait qu'on a toujours grandi dans cet environnement-là. Puis Marc-Claude et moi, on est chanceuses, on a développé ça de façon très naturelle. Et pendant cet été-là, on s'est beaucoup rejoints, Marie et moi. Ça a été un peu la façon de connecter et de reconnecter à travers la cuisine, puis reconnecter avec notre père aussi, oui, c'est ça. Qui était toujours là, mais à travers la cuisine, à travers c'est ça, les recettes qu'on développait aussi. C'est un deuil qui s'est fait sur... Fait que pendant cet été-là, on a passé beaucoup de temps ensemble à cuisiner, à être sur la route aussi. Il faut expliquer que mon père était français. OK. Il est arrivé au Québec début des années 70, dans le temps de l'Expo, en fait. C'est pour ça que les minettes, ça dessus, je me suis dit, OK. Ça sonne français. C'est comme dire ici, mon petit... exact. Mon poussin, ma puce. Exact, c'est ça. C'est un petit mot doux. Ça, on y reviendra aussi, là, mais on a eu à expliquer beaucoup l'origine. Mais notre père, qui était français, est arrivé ici au Québec et on a souvent dit que notre père était sûrement celui qui aimait il aimait plus le Québec qu'un Québécois. Ça a été sa terre d'accueil. Il tombe en amour avec le Québec, avec ce que cette terre-là avait à lui offrir. Puis, il nous a vraiment transmis cette passion-là. Puis la passion, c'était par nos voyages d'été où est-ce qu'on allait se promener à travers le Québec. On allait découvrir des coins de la province que plusieurs ne visitaient pas. Puis nos parcours, nos balades étaient toujours meublés de... On s'arrête chez tel producteur. Puis à l'époque, là, je te parle de ça là, dans les années 90. C'est pour ça, C'était pas commun là, de s'arrêter chez des petits producteurs. On en parlera, effectivement, parce que... C'était vraiment des petits artisans là, à l'époque. Mais mon père, par sa passion, sa curiosité, ma mère aussi, c'était naturel. Fait que nous, ça a toujours été partie intégrante de... C'était découvrir les produits, mais les gens aussi. On passait beaucoup, beaucoup de temps là, à jouer autour d'eux parce que, justement, ça partait dans mon père curieux, mes parents curieux de parler avec ces gens-là et tout. Fait que ça a toujours fait partie de notre vie. Et tout ça pour dire que pendant cet été-là de pause, où est-ce qu'on cuisinait, où est-ce que Marie et moi, on partait se promener juste dans les Laurentides, là, pas très loin, rencontrer des producteurs, acheter des petits fruits, puis décider de transformer ces petits fruits-là pour faire des produits... à partir de recettes familiales, avec notre bagage et tout, le projet est né. Mais vraiment, il est né dans la cuisine, là, avec... Oui, parce qu'on s'est dit, en fait, là, tu parles de l'été, mais là, l'hiver arrivait, puis on s'est dit, regarde, on va faire des cadeaux gourmands à tout le monde au lieu d'acheter des cadeaux pour avec Noël. Parce que, on est en quelle année, là, à ce moment-là? 2015. OK. OK. Donc, pour les rassemblements familiaux, au lieu de faire des cadeaux à tout le monde, on va donner des petits cadeaux gourmands. Donc là, on s'est lancé dans la production. Et fait que la petite confiture ou le petit confit d'oignon qui était une recette personnelle qu'on faisait juste pour la famille, on a décidé d'en faire un peu plus. Puis on s'est dit, si on l'offre, on appelle ça comment? Puis déjà, moi, parce que je viens du monde du marketing, Marie avec son... C'était comme, on va déjà trouver un nom à ce projet-là, même si c'est juste pour le plaisir, puis l'offrir. Puis naturellement, on s'était toujours dit, s'il y avait un projet, ça serait sous le nom des Minettes. Si Marie et moi, on avait quelque chose à faire, ça serait sous le nom des Minettes. Fait que ça s'est présenté, de façon... naturel, là, que ça allait s'appeler les Minettes. Même si on s'est fait beaucoup re-questionner par des gens parce que, évidemment, on a eu droit à tout... Ça aurait été intéressant même d'emmener les premiers produits parce qu'on avait fait, parce que je suis graphiste, j'avais fait une image, j'avais fait un petit logo à l'époque, J'avais fait un logo à l'époque. Au début, découpé à la main. Des étiquettes, on faisait tout à la main, là, on avait tout personnalisé. C'était très artisanal, mais très beau, de bon goût, chic et bon genre, là, mais... Fait qu'on a offert ça à Noël. Oh mon Dieu, désolé. On a offert ça à Noël et il y a eu un engouement. Puis on a offert ça pas juste aux amis, là, à des gens. À notre réseau plus large, là, les amis des amis et tout. Puis on est vite tombé en rupture de stock. Wow, OK.
Puis donc c'est ça, finalement, ça y est, on a dit on se lance dans quelque chose d'un peu plus grand. Ouais. Toujours en gardant nos emplois, là. Ouais, ben oui. Là. Mais c'est important ça paraît bête, mais c'est important de le dire. C'est avec Floem qu'on discutait de ça. C'est vrai que pareil, on dirait qu'il y a presque cette honte au début qu'on lance une entreprise que faut y aller all-in, alors que non. C'est ça, c'est le point qu'on avait développé avec Roxane de Floem. Elle disait, nous, c'est vrai que le plus longtemps possible, on l'a gardé parce que c'est un filet de sécurité aussi. Donc c'est important, ça paraît bête, mais ça, c'est le truc qui est important de dire aux personnes qui nous écoutent, qui veulent peut-être partir en agroalimentaire, ou le grand public qui se dit, ok, c'est des personnes qui sont très différentes de moi, qui c'est juste peut-être des personnes inconscientes. Un petit peu aussi, entreprendre, c'est un peu avoir de l'inconscience, mais... mais c'est important d'en parler. De naïveté parce que c'est un saut dans le vide. Oui. C'est vrai que c'est important de garder ses emplois parce que, tu sais, surtout nous, on n'a pas eu de financement. On est allé avec, tu sais, ça nous permet de liquidités. On réinvestissait les mains. C'est un projet de passion à la base. Puis on pensait pas... le syndrome de l'imposteur, se lancer dans le milieu de l'agroalimentaire, de la transformation. On n'a pas de background en cuisine ou quoi que ce soit. On y allait en fonction, je veux dire, nos connaissances, toutes les connaissances transmises par, que ce soit notre père, notre mère, ou juste par curiosité, par autodidacte. Et ce projet-là, en fait, quand on a décidé avec Marc-Claude que de façon plus sérieuse, on se lançait là-dedans, on s'est quand même donné une ligne directrice. On partait pas, c'était un saut dans le vide, mais on voulait quand même emmener les gens dans notre univers, dans ce qu'on aimait. Puis c'est quelque chose qui encore aujourd'hui fait partie du message quand on parle des minettes. Marc-Claude et moi, c'est peut-être le côté français, là, mais l'apéro, c'est un des moments primordiaux. Je veux dire, dans la famille, on a toujours vu mes parents, pour eux, c'était le moment où tout le monde se rassemblait, le soir, la semaine, le week-end. C'était comme un moment de rassemblement où est-ce que... Et pour nous, ça a toujours fait partie de nos vies. Et ça a toujours été un moment où est-ce que tout le monde se retrouve, on se parle, tu racontes ta journée, tu partages, Et on s'était dit, dans le fond, si on a une ligne de produits à développer, ça va être autour de ce moment-là, autour des moments qu'on aime se rassembler. Fait que c'est l'apéro, c'est le matin, le week-end, quand tu brunches ensemble, quand tu déjeunes. Les moments de gourmandise, on va dire. Marchande de gourmandise, voilà. Puis au niveau des produits, tu sais, puis peut-être que tu l'as lu sur notre site web, mais tu sais, il y a beaucoup de produits qui sont issus vraiment de notre bagage familial, qui sont carrément des recettes de famille qu'on a adaptées avec les produits d'ici. De la famille française. De la famille française, mais avec des produits d'ici. Fait que souvent on dit que c'est des produits avec des saveurs plus audacieuses, plus françaises, mais adaptées ici. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment toute une ligne de produits qu'on a développée de façon assez intuitive et organique, je dirais, là. On s'est jamais obstiné trop sur « Hey, moi, j'aime ça. » On n'a jamais eu besoin de convaincre Marc-Claude de me convaincre de développer ça se fait spontanément entre vous aussi. Tout à fait. Oui. Puis la ligne de produits qu'on a encore aujourd'hui, c'est la même qu'à l'époque. OK. Fait que, tu sais, ça fait 10 ans qu'on fait les mêmes produits. On en a ajouté quelques-uns. On n'en a pas retiré encore. À peine, peut-être qu'on va faire un ménage. C'est somme toute la même... Convaincu que ce qu'on allait proposer comme type de produit, c'est un peu un prolongement de nous-mêmes, de notre histoire, de notre famille, puis on le fait encore aujourd'hui. Non, puis ça marche. Il y a des gens qui nous demandent si on va sortir d'autres produits et tout, puis non, c'est vraiment la ligne qu'on a, puis on veut s'y tenir. Trop bien. Puis, faire des choix, c'est déjà une décision, donc c'est intéressant aussi de garder cette identité à la base. Donc en 2015, vous partez ça. Fait qu'on lance ça... on est encore juste en 2015. Oui, en 2015. Ah, OK, donc tout ça, c'est la même année, donc au final... Oui, c'est beaucoup, tu sais, je veux dire, ça s'est fait sur un an, c'est-à-dire développer une marque, une ligne de produits. Et donc, vous étiez déjà déterminé. C'est pas parce que des fois, les histoires que j'entends, c'est on a eu l'idée là, après pendant 2 ans, là, vous aviez déjà, à partir du moment où vous vous êtes dit, entre guillemets, on se lance, dans vos têtes, limite, c'était déjà tracé. Les minettes, c'était parti, là. C'était pas... Oui, on n'allait pas hésiter pendant 4 ans. c'est ça, OK. Faut dire, on vient d'une famille d'entrepreneurs aussi. Donc, tu sais, on s'est lancé là-dedans, mais quand même en comprenant vers quoi on se lançait, tu sais. Puis, on n'a pas de background en alimentation, mais notre père était chef. C'est le meilleur diplôme. Oui, exactement. Mais à la dure, là, vous avez vécu, déjà, on va dire ce qui, des fois, peut faire peur, les contraintes, vous les avez vécues de travailler tard les soirs, de voir ce que c'est...
Moi, je sais que mon père, il était boulanger-pâtissier. Bon, il est tombé allergique à la farine, comme on voit beaucoup dans ce métier-là. Ouais. Et donc, c'est vrai que tu vois moins ta famille le jour de Noël. C'est le moment où ça vend les bûches, c'est ci et ça. Donc, je comprends un petit peu l'atmosphère, mais c'est vrai que c'est la meilleure des formations au final pour... Vous étiez dans le concret, là, c'était un stage, en fait, sauf que c'était votre vie. Exactement, oui. Puis, donc... Puis Marc-Claude et moi, je pense que assez naturellement encore là. Puis souvent, je dis le côté naturel parce que le côté intuitif, organique dans ce qu'on fait est encore présent beaucoup aujourd'hui. Puis je pense que toutes les deux, on a comme eu l'appel de... C'était notre façon de reconnecter avec notre père. C'est trop bien. Puis continuer ce qu'il y avait... le legs qu'il nous avait laissé, c'était une manière à nous de pouvoir continuer ça, de perpétuer ça. Fait que... donc, c'est ça, fait qu'on a lancé ça sans un sou. Moi, je suis retournée sur le marché du travail, je suis retournée en marketing parce que après cette pause-là, je me suis repositionnée ailleurs. Marc-Claude continuait, elle retournait travailler aussi. Puis on le savait que de toute façon, financièrement, on était plus en phase test. On va voir s'il y a un intérêt au niveau des minettes. Bien sûr. Avant de tout mettre là-dedans, tous les œufs dans le même panier. Marc-Claude, une famille, 2 enfants, tout ça. Je veux dire, approche marketing, vous aviez développé votre petite étude de marché sur le site. Exactement, ouais. Petit plan d'affaires et tout. On s'était dit, quand on a lancé la ligne Les Minettes, on s'est dit au début, on va commencer en ligne. Puis à l'époque, le vente d'alimentaire en ligne, là, il n'y en avait pas beaucoup. Là, de produits du terroir particulièrement, il faut le préciser. Fait qu'on avait bâti notre boutique sur Shopify. On avait nos produits là-dessus. Puis on s'est dit, on va commencer avec ce réseau de distribution-là. Parce qu'on se disait, on ne rentrera pas tout de suite dans des épiceries ou des fromageries ou peu importe. Je veux dire, les gens qui ne nous connaissent pas... quoi que ce soit. Puis on s'est fait prendre au jeu parce qu'il a suffi qu'une personne goûte au produit. Il a voulu les rentrer. C'est veux-tu une bière sur Saint-Zotique? Oui, bien sûr. Ouais, mais en même temps, c'était mon voisin. Fait que c'est trop bien. On s'était parlé, mais il a dit go, viens faire une dégustation. Il a rentré les produits. Après ça a enchaîné Bleu et Persillé qui a découvert nos produits. Fait que ça a été nos 2 premiers points de vente. Okay, ça, je te parle en 2016. Oui, en 2016. Puis là, le mot s'est passé, puis ça a fait boule de neige. Écoute, on a knock on wood, là, mais faut pas taper sur la table. On n'a pas, au début, on n'a pas eu beaucoup de développement à faire au niveau du démarchage dans les points de vente et tout. On avait déjà quand même un réseau comme on avait travaillé aussi dans ce milieu-là de par notre père, là. Mais ça a fait boule de neige. Puis en l'espace la première année, on a eu 40 points de vente? Wow. Ce qui est quand même pour la première année, puis c'est énorme, sans trop pousser. Puis surtout, on était entre une cuisine de location. On n'avait pas notre pilon sur rue, rien. On cuisinait à la maison parce qu'on avait le droit, on avait un permis spécifique pour ça. Et on louait une cuisine collaborative avec d'autres artisans qui sont peut-être passés à ce micro-là, mais d'autres artisans, des artisans qu'on voit aujourd'hui. Ou est-ce que tu te partages la cuisine avec des heures fixes? Puis, ou tu as déjà un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans l'industrie, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même assez populaire pour démarrer, où tu loues ton espace, tu as déjà des ustensiles de base, après tu as des options où tu peux accéder à un peu plus, où tu peux ramener ton propre matériel. Et c'est vrai que c'est un excellent point de départ pour partir. Mais c'est trop bien, c'est super. Parce que le financement de départ était en restauration, je veux dire, dans tout. C'est tellement cher, les fours, tout ce qui est équipement, ça coûte tellement... Ah non, c'est essentiel. Nous, si on n'avait pas eu ça... Fait qu'on arrivait avec tout notre stock, t'arrives dans cette cuisine-là, t'arrives avec tous tes ingrédients, tes pots, tes chaudrons, tes ci, tes ça. Jusqu'au jour où, à un moment donné, avec Marc-Claude... c'est là la contrainte. C'est là où on s'est dit, c'est terminé. On est dans une grosse production de confits d'oignons dans cette cuisine-là et il y a un cours qui se donne le soir dans cette cuisine-là. Donc, il y a un artisan qui arrive et il y a une classe avec une dizaine de personnes. Et là, nous, la production, elle a débordé. On est dans le confit d'oignons. La personne arrive et elle dit, j'ai un cours qui commence dans genre 20 minutes. Ouf. Nous, on est dans la cuisson, on n'a pas encore empoté. Puis on se dit... Puis on a 3 chaudrons de 40 litres. Puis on se dit, mon Dieu, c'est pas possible. Remballe le stock, met les chaudrons encore bouillants dans le coffre de voiture de Marc-Claude, file à la maison, remet ça, empote jusqu'à je sais pas quelle heure, des pots et des centaines de pots, et on s'est dit, hey, là, c'est fini. On a besoin de notre cuisine. Oui, c'est clair. Vous étiez arrivé au palier, là, au palier de... on s'est dit, s'il y a un engouement comme ça, faut qu'on passe à une autre étape. Trop bien. Donc là, on est encore en 2015. Là. On est à peine fin 2016. On est à la fin de l'année 2016. OK, super. Ouais. Donc là, on loue une cuisine à Boisbriand dans un quartier industriel. Un entrepôt. Entre une shop de mécanique puis des casiers. Alors, les minettes débarquent. Vraiment, dans un quartier industriel. On a repris, en bon québécois, une shop de piscine. On a récupéré un local qui était
atroce. Son chum est rentré là, il était fâché. Qu'est-ce que vous avez fait, les filles? Vous allez faire lui, il n'a aucune vision. Ils sont folles. On le disait plutôt qu'il fallait un peu de folie quand même pour il y a beaucoup de naïveté, beaucoup de folie. Encore plus dans cette industrie-là où c'est encore différent même. Ouais. Puis encore là, sans aucun financement. Là, autofinancé, incroyable. Autofinancé, le petit profit, on l'a réinvesti là-dedans. Il y a quelqu'un qui nous a aidés à réaménager ce local. On a fait quelque chose d'assez incroyable. On a fait une campagne de socio-financement aussi à cette époque-là, avec Ulule. Ce qui nous a permis de pouvoir acheter... ça coûte tellement cher, le matériel. Non, le four, non. Non, c'est vrai, ça a été... Non, pas le four, alors mais de l'équipement, en fait, qui nous a permis d'acheter l'équipement nécessaire pour pouvoir produire. Rien de trop gros, mais juste la base pour qu'on puisse produire. Puis, on a fait 2 années dans cet endroit-là qui a été le départ peut-être plus officiel du projet. Ouais. Puis ça continue à se développer. Ben là, tu as peut-être d'autres questions. Là, je peux continuer. Non, mais moi aujourd'hui. On est juste en 2017. Là, on se rend à l'historique jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où les minettes sont là. C'est bon, je surveille le temps, on est bon, on a le temps. Parce qu'on n'est pas rendu à la boutique, là. Attends. Non, mais c'est ça. Donc, on a fait les minettes, puis tout ça continue à se développer. Les points de vente se sont ajoutés un après l'autre. Tu sais, étant donné qu'on était encore 2. On avait une employée qui faisait que des craquelins. Ouais. OK, c'est précis. Oui, voilà. C'est notre produit fort, mais c'est celui qui demande le plus de précision. Ouais. Donc, et puis on est arrivé à la croisée des chemins où est-ce que là, c'était soit qu'on grossit puis on tombe vraiment en industriel, parce que là, on n'y arrivait pas, puis ou... C'est là que mon dentiste nous a appelé. Entre-temps, on a eu la chance que quelqu'un a croisé notre route, un mentor qui venait du milieu de l'alimentation, qui a mis en place le premier Costco ici. Il venait d'un milieu qui nous était très familier, connaissait notre père et tout, puis il a décidé de me mentorer pendant une demi-année. Puis ça a été la plus belle chose, je pense. C'est des pas de géants, bien sûr. C'est de belles remises en question, nous questionner sur qui on était, où est-ce qu'on voulait aller. C'est un projet de cœur, un projet de famille. Ouais. C'est un roadmap, on n'en avait pas. Nous, on avançait au fil de comment les minettes se développaient, de l'engouement qu'il y avait, mais sans trop se poser de questions sur la suite. Puis il nous a fait poser les bonnes questions, dont celle que Marie évoquait. Est-ce que vous voulez passer au stade plus... Donc la réponse était non. on n'a pas voulu tomber en... C'est bien de le dire parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce moment où on se dit, est-ce que je veux grossir, entre guillemets, et devenir une marque nationale, internationale, ou est-ce que je veux juste rester, moi, à mon échelle? Moi, je sais que ma conjointe, elle fabrique des bijoux, pareil, et là, elle est au stade où elle veut rester toute seule. Donc, des fois, il faut juste accepter de se structurer en disant, je veux que ce soit moi qui continue de produire et j'ai pas envie d'aller chercher plus gros, entre guillemets, mais grossir, se développer, oui, mais différemment pour garder son truc. Donc, c'est hyper important et ça, c'est le truc que toutes les entreprises connaissent. Donc, c'est intéressant de le dire. Est-ce que c'est pas toujours obligatoire de devoir choisir le chemin où on veut industrialiser, on veut être dans tous les IGA au Canada et après on veut attaquer les États-Unis et après on veut attaquer l'Europe? Pas forcément. Donc c'est bien de le dire aussi. Tout à fait. Oui, absolument. Puis avec Marc-Claude, les minettes, c'est notre histoire à la base. Puis derrière chaque produit, on faisait, tous les produits sont faits à la main. On avait peut-être ce contrôle-là. On voulait s'assurer que le résultat allait être le même. On voulait continuer à avoir le plaisir de faire le produit, même si on faisait quand même des plus grosses quantités. On se voyait pas envoyer les craquelins dans une cuisine plus industrielle. Non, on voulait garder ça à l'interne. On voulait garder ça. On voulait pas se détacher de ça, faire gérer du RH ou, c'est toute une autre... Puis au niveau de la distribution, les produits sont distribués principalement dans des épiceries fines comme la nôtre, dans des fromageries, dans des lieux de vente où ils ont conscience du produit qu'ils ont entre les mains, qu'ils sont capables d'en parler, ils sont capables de parler de l'histoire, de dire c'est qui les minettes, c'est quoi qu'il y a dans la boîte, c'est quoi qu'il y a dans le pot, et pas de se retrouver sur une tablette empoussiérée chez IGA parce que ça se retrouve entre... Mais ce qui est très bien aussi, ça bien sûr, c'est un choix de positionnement, bien sûr. Mais non, nous, on voulait que le produit se retrouve dans des lieux où
les gens savaient qu'est-ce qu'ils vendaient, ils savaient c'était quoi le produit, ils savaient c'était quoi notre histoire et tout. Fait que ça a été le premier point tournant de... Ça allait être quoi la suite? En 2017. Je fais la frise. Vous avez vu que je fais la frise du temps. Non, 2018. Là, on a accéléré, c'est très bien. En 2018. Et puis là, en même temps, Ouais. là, on a pris notre décision qu'on ne voulait pas nécessairement grossir, oui, là, mais Bien sûr, c'est ça, dans quel cadre on veut. Ouais. Et puis, nous, on vient de Sainte-Rose. En fait, Notre mère, le côté maternel. Charbonneau, donc vient de côté Sainte-Rose, maternelle. maternelle. Puis on a... Oui, voilà, merci. Et puis, on a toujours voulu revenir un petit peu là-bas. Pascal puis moi, quand on était jeunes, on rêvait d'avoir un magasin général. Tu sais, on aimait le côté commerce. Puis à travers tous les marchés qu'on a faits, parce que, tu sais, on est comme plusieurs entrepreneurs qui ont commencé en même temps dans le domaine de l'alimentation en tant qu'artisans. Puis on s'est tous côtoyés dans les marchés et tout, puis on voulait faire rayonner ces artisans-là, tu sais. Pas juste nous, là. Là, on se détache un peu de la marque Minette, bien sûr, nos bien produits. Sûr, ouais. Donc, retourner encore un peu aux sources, comme notre père a fait Comme vous faisiez nous, quand voilà. vous étiez petite aussi, Exact. on allait dénicher, on va dire, la petite... Ouais. Puis, moi, j'habitais à Laval. Mm-hmm. Et encore Laval. Oui, j'habite toujours à Laval. J'habite à 500 mètres. Les arbres urbaines. Voilà. J'habite toujours. Comme Et puis, donc, puis à chaque fois que Pascal venait toujours chez nous. Donc, à chaque fois qu'elle venait, tu sais, je disais, passe au Jantal au marché ici, acheter ça. Parce que un peu, à Laval, c'est bien, là, mais c'est des centres d'achat. Oui, c'est clair, bien sûr. Des produits particuliers et tout, tu vas à Montréal. Même sur la Rive-Sud, il y a plus de choix que... Et puis, pour faire une histoire courte, donc on est à Sainte-Rose, le plus beau village de Laval, le plus beau petit village de Laval. Et puis, mon dentiste, qui est à Sainte-Rose, nous dit que son local est alloué. Okay. Il y avait une saucisserie en bas et le local est alloué. Puis, il sait qu'on fait des produits et tout, puis il nous propose, est-ce que ça vous intéresserait? C'était pas du tout dans notre plan, là. Oui, parce que c'est encore un autre step, là, d'avoir un local physique. Hein. Oui. Puis, Pignon sur rue, là, c'était... Ouais, ça n'a pas pris... ça a pas pris... Mais là, en fait, c'est que cette proposition-là est arrivée, puis on s'est dit, OK... À un bon moment, parce qu'on est le petit rêve qu'on avait d'avoir une boutique, on l'aurait pas fait dès le départ, mais là, on s'est dit, OK, il y a une opportunité qui se présente. Marc-Claude et moi, on est assez bonnes de sauter. Quand une opportunité se présente, on dit, c'est un signe. Oui, c'est ça. On n'est pas allé avec des œillères dans un plan d'affaires. On a vraiment saisi des opportunités. Ouais, ben ça, à chaque fois, ça a souvent été ça. Fait que cette opportunité-là s'est présentée, puis on était à un point où est-ce que, avec les minettes, côté produit, on se disait, OK, on sait qu'on plafonne à ce niveau-là, côté production, on n'ira pas plus loin. C'est peut-être le moment de regarder le volet du commerce de détail et tout. Fait que on a repris ce local-là dont Marie parle, dans le vieux Sainte-Rose à Laval. Puis qui encore là nous offrait comme ça, sur un plateau d'argent, ça nous offrait la possibilité de pouvoir déménager la cuisine de production au même endroit que la boutique, parce qu'on ne se voyait pas commencer à faire la navette. C'était assez grand pour pouvoir... c'était un peu plus petit. On réduisait en termes d'espace côté cuisine, mais au moins, tout était... Centraliser les opérations. Oui, parce qu'on reste encore une micro-équipe. Là, on te parle de ça. Là, on a une personne en cuisine qui nous aide. Et on est aujourd'hui, là? Non, là, on est un peu moins micro, mais... on est encore micro. Fait qu'on fait tout nous-mêmes, là, de A à Z, incluant le marketing qu'on va parler éventuellement. Ouais, c'est la section d'après. on fait tout, là. C'est très bien. On toilette, on fait du marketing, on fait de la distribution, on fait tout, là. C'est bien, c'est la vraie vie, c'est ça qu'on veut, c'est les parcours. C'est cute, mais tu sais, faut que les gens réalisent tout le travail qu'il y a en arrière de ça. C'est du cash aussi qui sort, quoi qu'il arrive, à chaque mois. Ça, c'est le truc qu'on peut pas échapper, entre guillemets. Les frais fixes sont là. Les frais fixes sont là, hein. En plus, c'était quand, ça? Ça, c'était en 2019, fait qu'on a récupéré voilà. on a récupéré Vous me voyez venir. Non, mais attends, les beaux jours s'en viennent, là, quand même. Oui, il y a du beau là-dedans. Là. Fait qu'on a récupéré le local en septembre. Nous, notre plus grosse période de l'année, là, et ça depuis toujours et même encore aujourd'hui, c'est de septembre à décembre. OK. Souvent, là, d'un point de vue alimentaire, pour tout le monde, septembre, en allant jusqu'à Noël, c'est les plus gros gourmands, mois de l'année. Oui, exactement. On veut contrebalancer. Début de l'été, on sait déjà nos grosses commandes qui vont arriver pour les fêtes, puis après ça, t'as toute la dernière minute. Oui, tout tourne autour de... Donc, on a le local en septembre, mais il est loin d'être aménagé. Sauf que c'est là que ça se passe. Et là, on se dit, il faut qu'on soit prête
Nous, on faisait une date qui était le 11 novembre, parce que notre papa est décédé le 11 novembre, et on voulait ouvrir la boutique le jour de son anniversaire de décès, le jour du souvenir. En plus. Ouais, et on se disait, ça va être la journée de lancement. Tu sais, pour nous, c'était significatif de faire ça à cette date-là. Puis en même temps, on se commettait à une date aussi. Il fallait se commettre à une date. C'est clair. Donc, ouais, on a eu 2 mois pour tout faire, stripper en bon québécois le local, reconstruire une cuisine de production, faire une boutique. Encore là, tu sais, on n'a pas fait appel à un designer ou quoi que ce soit. On a fait les plans, on a tout fait nous-mêmes. Trop bien. Puis là, on est dans du patrimonial, là, fait que... C'est un quartier patrimonial, OK, Saint-Denis. Toutes les contraintes, bien sûr. Ouais, c'est un vieux, là, local. Ça a été... Sourcer tous les produits aussi. En parallèle, ben là, on ouvre une boutique. Là, on avait l'avantage de connaître quasiment tous les artisans. Fait que ça a été assez facile. Puis, tu sais, les gens ont tout de suite embarqué quand on leur a dit, ils ont tout de suite embarqué. Puis, il n'y avait rien à Laval. Même la Rive-Nord et tout. Donc pour eux, c'est une super belle opportunité de pouvoir, via nous, faire rayonner leurs produits à l'extérieur de, justement, le grand centre. Donc ça a été le côté facile. Là, et même, ça paraît loin, enfin, ça paraît proche, mais à la fois, en 2019... Même le encourager local n'était pas ce qui est le encourager local en 2025, on s'entend, c'est clair. Quand on a ouvert la boutique avec Marc-Claude, on se disait, on a un gros travail d'éducation à faire. C'est d'un, par la clientèle plus, comment je dirais, plus banlieusarde, je sais pas. Bien sûr. Mais on savait qu'on avait un gros travail d'éducation à faire, puis c'est ce qu'on voulait. On voulait faire découvrir les artisans, le travail. C'est quoi acheter un produit local? Pourquoi, oui, c'est plus cher, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans le pot? Pourquoi? Comprendre qui se cache en arrière du produit. C'est ça, beaucoup notre mission, là, faire l'humain avant même le produit. Faire découvrir les produits d'ici, les produits méconnus, que ce soit de l'argousier, tout ça. Je veux dire, à l'époque, on avait de l'argousier à la boutique. Il n'y a pas personne qui connaissait ça. L'essence de Milo, l'essence de Milo, maintenant, tout le monde connaît, mais à l'époque, les gens ne connaissaient pas. C'était... Fait que ça nous permettait de faire toute la curiosité qu'on avait et qu'on a encore aujourd'hui, ben, c'était une façon pour nous de la communiquer à travers la boutique. Fait qu'on a ouvert le 11 novembre 2019. Ah, ça s'est fait finalement vraiment le 11 novembre malgré tout ça. Le 11 novembre, sous la petite neige et tout. Tout était la petite neige, Donc, non, ça a été quelque chose, mais on l'a fait. Puis, bien, évidemment, le 15 mars est arrivé. La pandémie. Mais avec vous deviez bien être catégorisé malgré tout, non? On était une épicerie. Donc, on a eu le bon permis, une chance. On avait le permis d'épicerie, puis c'est drôle parce qu'avant avant la pandémie, en fait, on avait un petit meuble à, voyons comment t'appelles ça, à couture, avec 8 SKU de bouteilles de vin dessus. Oui, encore là, parce qu'on voulait, parce que notre amour pour les produits québécois va aussi jusque, les vins québécois, les sites québécois. T'sais, moi, depuis le début, depuis 2017, je m'implique d'une manière XY, que ce soit avec Caribou. Il me semble que j'ai vu un Caribou. On les a reçus d'ailleurs, on a toujours encore... on est curieuse de tout. Mais les vins québécois, c'était certain qu'on allait en avoir à la boutique. Quand on a ouvert, on avait 3 vignobles. On avait Domaine Dinival, Les Bacchantes, Saint-Angélique. Mais tout ça rentrait sur un petit meuble. Maintenant, on est rendu avec des on est la référence. Donc, mais ça a été aussi grâce à grâce à la pandémie, en fait. Ça nous a été quand même profitable. Bien sûr que ça a été très chaotique au début parce qu'en fait, quand c'est arrivé, nous, on était même pas sur place. On était en voyage. Le bon timing. Oui, on a pris le dernier avion qui repartait du Mexique, en fait, carrément. Puis on est arrivé dans le chaos. Nous, on était à distance, là, puis on se faisait appeler, voulez-vous qu'on fasse des courses et tout? Ça nous envoyait des photos, des vidéos de... On était perdus dans un petit bled au Mexique, là, sur la côte ouest, puis dans un endroit où est-ce que, il n'y a rien qui se passe, puis on suivait le point de presse à tous les jours, puis on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il n'y a personne autour de nous. Puis même là-bas, il était même pas au courant là, de ce qui se passait là-bas, là. Bref, fait que ça pour dire qu'on est revenu la veille que les frontières ferment et entre-temps, on avait pris la décision de juste pas réouvrir la boutique à notre retour. Fait que comme beaucoup de commerces, tout a fermé de toute façon. Parce qu'au début, c'était l'inconnu total. Le terme service essentiel, on ne savait même pas encore c'est clair, c'est clair. On a vu à un moment donné qu'il y avait une opportunité d'être un service essentiel, mais on n'avait pas ce qu'il fallait comme infrastructure sanitaire pour pouvoir réouvrir. Et là, avec Marc-Claude, on s'est dit... OK, pourquoi on transforme pas pour l'instant la boutique physique en boutique en ligne?
Puis on s'était dit avant, quand on a ouvert la boutique physique, on s'est dit jamais on aura de boutique en ligne avec tous les produits parce que c'est vraiment au niveau logistique, gestion d'inventaire et tout. Puis c'est pas ça qu'on voulait parce qu'on veut la proximité des gens, on veut leur expliquer les produits. Mais là, je veux dire, on tombe de toute façon, on est en confinement. Parce qu'on revient de voyage, donc on est pris 14 jours ensemble à ne pas pouvoir sortir de la maison. Oui, c'est vrai qu'il y avait les femmes. Voilà, puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On vient d'ouvrir, on ne va pas refermer tout de suite. On a un inventaire, on a des produits, on a plein de belles choses. Et on a surtout le background pour faire ce qu'on va faire. On va tout mettre en ligne. Donc, on se connecte sur Shopify et ça bombarde. Pendant 3 semaines, photos, machin, on a bâti une boutique en ligne. Puis là, de toute façon, les gens commençaient à faire leur épicerie en ligne et tout. Fait qu'on est arrivé vraiment au bon moment. On a lancé la boutique parce qu'on a vraiment été les premières à avoir les boutiques en ligne et tout. Puis quelqu'un nous a mis sur Panier Bleu. Tous les artisans qu'on représentait, les gens étaient tout mélangés. Ils nous commandaient tout en pensant que c'était l'artisan. Il a fait un peu. On est rentré juste au début de la vague, juste au bon moment. Puis ça a été... Ça a été quelque chose. Mais ça a été un gros travail parce qu'en même temps, on voulait s'assurer qu'à travers la boutique en ligne, on donne un peu la même expérience que la boutique physique, qui était le volet éducationnel. Fait que d'entrée de jeu, avec Marc-Claude, quand on a bâti puis qu'on a réfléchi ce site web-là, il fallait qu'on donne la même expérience, autant d'explications. Fait puis encore aujourd'hui, quand tu vas te promener sur le site web, chaque artisan a son histoire, chaque fiche est ultra, descriptif parce qu'on veut s'assurer de donner un maximum. On veut que les gens aient le même, c'est pas la même expérience, mais qu'ils aient le même niveau de détail sur l'artisan, le produit et tout. Donc, fait que c'est ce qui nous a permis, en fait, ça a été le second souffle de la boutique, mais ça nous a sauvés, là, puis ça nous a mis sur la map, vraiment, avec la boutique. Là. Oui, puis là, mais évidemment, la curiosité des gens et tout pour des produits du Québec, ça nous a... Puis on a quand même réouvert au bout de 2 mois, je pense. Comme on avait un permis épicerie, on pouvait ouvrir. On était évidemment essentiel. À 2 personnes ou 1 personne et demie en boutique, on avait droit, mais on a réouvert. Puis c'était cueillette en magasin, des livraisons, des... Puis on a gardé le volet boutique en ligne parce que les gens, ça s'est vraiment inscrit dans les habitudes de consommation des gens, d'acheter, même de faire du ramassage en boutique et tout, mais les gens se sont vraiment habitués à acheter pas juste des vêtements, Même la moitié de sa commande en ligne, et après la personne, elle vient cueillir et elle rachète d'autres produits. Les gens font ça maintenant parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir tel produit. Fait qu'ils achètent, puis après ça, ils se disent je vais venir compléter quand je suis sur place. Parce que ça a changé au niveau des habitudes de consommation. Personne n'achetait en ligne sans avoir goûté un produit ou quoi. Puis là, c'était aveuglément. On entend parler, on achète, puis on goûtera à la maison. Ça a tout changé. Là, trop bien. OK, déjà, donc là, il y a eu un gros boom quand même. Et après, pour terminer, café, c'est ça? Et là, la dernière étape des Minettes, ça a été parce qu'on a ouvert une boutique dans un espace d'à peine 300 pieds carrés. Fait qu'une caverne d'Alibaba à 300 pieds carrés, là, à un moment donné, il te manque de murs puis il te manque d'espace tablette. Avec des produits physiques, Notre curiosité, ça s'arrête jamais. Là. Fait qu'on a toujours des nouveaux produits qu'on aimerait faire découvrir, un nouveau vin, un nouveau ci. Fait qu'à un moment donné, il manque d'espace. Encore là, une autre opportunité se présente. Le local adjacent au nôtre se libère, fait qu'on a l'opportunité de pouvoir le reprendre et de doubler facilement la superficie. Et on a sauté sur l'occasion et on s'est dit du même coup parce que curieusement ou bizarrement, notre clientèle, elle vient pas de Laval, elle vient pas du quartier. Maintenant, oui, là, mais on n'avait pas de commerce de proximité. Mais les gens font beaucoup de routes pour venir nous voir, de par la sélection de produits qu'on offre, de par, c'est ça, le choix des produits, que ce soit les vins, produits alimentaires et tout. Les gens aiment beaucoup venir parce qu'ils savent que tel produit que tu entends parler à la radio, à Pénélope, peu importe, ou tu sais, tout ce que ce qu'on entend aujourd'hui, ils savent qu'ils vont le retrouver à la boutique ou s'ils veulent découvrir quelque chose que personne a, ils viennent. Fait que la clientèle venait pas principalement du quartier. On s'est dit, et il n'y a pas de bon café non plus à Laval. En fait, il n'y a pas de café troisième vague, café de spécialité. C'est beaucoup de centres d'achat. Donc, tu as des Starbucks, tu as quelques petites brûleries, mais qui sont souvent dans la plutôt deuxième vague. Mais c'est intéressant de le dire. Si là, vous entendez deuxième vague, troisième vague, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Caron et Frères. Très intéressant. C'est très, très cool. Donc, moi, je suis aussi un grand fan. Là, je suis le premier client d'un café troisième vague. Donc, je comprends effectivement quand tu es dans une zone où il n'y en a pas, tu sens que c'est dur. Vraiment, moi, ça peut conditionner l'endroit où je vais dans ma journée. Si je sais qu'à un moment, il n'y a pas de café aux alentours, je sais que je vais avoir
une pénurie de caféine dans mon sang. Il faut que je puisse avoir un bon café. T'as pas envie de te retrouver chez McDo ou Tim Hortons. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vrai, hein, c'est réel. Donc, ok, je comprends. Il y avait eu un cheminement avec le persona qui se déplaçait et l'offre aussi, entre guillemets, alimentaire de ce que pouvaient rechercher les gens. Ok. Puis on est encore là, on adore le café, je veux dire, les bons cafés et tout. Puis des bons amis à nous, c'est Max de chez Pista. Ouais. La gang de chez Pista, en fait, on a démarré nos entreprises pratiquement en même temps. C'était là où on faisait nos premiers meetings. C'était au premier Pista sur Beaubien. Puis, fait qu'on s'est dit avec Marie, on a grandi. On a l'occasion de peut-être pouvoir installer un comptoir café qui pourrait attirer une clientèle de quartier aussi. Bien sûr. Fait que ça serait une super belle opportunité. Il n'y a pas d'offre de café dans le coin. On a approché Max de chez Pista. Puis il a commencé à cette époque-là à faire beaucoup d'accompagnement justement pour des cafés qui voudraient s'implanter ou des entreprises qui... avec l'aide de Café Pista, on a bâti cette offre-là. La formation aussi. La formation, mais même sur la philosophie aussi du café troisième vague. C'est pas juste d'être capable de faire du bon café, mais de comprendre c'est quoi. De choisir ce type de café-là, d'où ça vient, de travailler avec des producteurs, de la transparence, la traçabilité, du grain et tout ça. Fait que c'est plus que de juste faire du bon café, c'est de comprendre toute cette culture-là autour qui est cohérent en plus avec le reste de ce que vous proposez. Exactement. Former les employés aussi, on veut que les employés soient capables de comprendre tout ça. Fait qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement, de formation et tout. Et on a ouvert il y a 2 ans. Ouais. On a réouvert la boutique avec cet ajout-là, en fait, double superficie, comptoir café. Comptoir café, comptoir gourmand aussi, parce que ça aussi, du prêt pour emporter, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Donc, avec des avoir vraiment une offre complémentaire. C'est vrai qu'il y avait un marché à prendre, je pense, à Laval. Là. Vous aviez un boulevard devant vous. Là. Puis il y en a encore. Là. Oui, c'est pas fini. Est-ce que là, vous sentez la différence qu'il y a des gens qui viennent à la base, qui vous découvrent pour le café, qui après découvrent la boutique, maintenant il y a le sens inverse qui se produit, ou c'est encore des gens qui connaissent la boutique et qui vont au café? Ou est-ce qu'il y a des gens qui prennent un café, qui en attendent le café ou le sandwich? Les deux, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore, ce qui est génial, parce que ça ne laisse pas. Oui, c'est clair. L'inverse ferait peur à la Non, mais les gens du coin, beaucoup, à toutes les semaines, il y a des gens qui viennent et qui disent on savait pas que vous étiez là, ou on passe devant tous les jours, puis c'est la première fois qu'on s'arrête en 4 ans, en 5 ans. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Fait que oui, les deux viennent. Autant des gens nous découvrent de par le café ou à l'inverse. Trop bien. Okay. Parce qu'encore là, tu sais, puis si un jour tu as l'occasion de venir dans le Vieux-Sainte-Rose à Laval puis de rentrer dans la boutique, tu sais, on a décoré, on a aménagé cet endroit-là comme si on recevait les gens à la maison. Mais ça, parce que moi, je l'ai vu qu'en image, là, pour l'instant, on sent que c'est chaleureux, on va dire. C'est vraiment, on se dit, comme un peu une ambiance magasin général, justement. Ça sent, on sent enveloppé, entre guillemets, on a envie d'y aller, en tout cas, quand on voit. C'est pas un foutoir, c'est-à-dire que, tu sais, il y a du stock, mais tout est bien placé. Donc, il y a quand même un côté esthétique qu'on voulait garder, mais on voulait donner aussi ce côté-là chaleureux. Ça se ressent, en tout cas, à travers l'image, moi, je le ressens. Mais sûr, il faudrait que j'aille, que je sorte de mon Montréal. Il y a la piste cyclable qui passe juste à côté. En plus, je viens d'acheter mon abonnement Bixi aujourd'hui. Je l'ai repris pour la saison. Voilà, j'ai plus d'excuses. Non, t'as pas d'excuses. En plus, tu vas sur le bord de l'eau après ça. Mais trop bien. Mais l'ambiance, c'était essentiel. Puis c'est ce que les gens, souvent, nous parlent. Parce que même les filles qui travaillent avec nous et tout, tout le monde connaît tous les produits, il y a une chaleur, elles sont souriantes, on a vraiment, on a une belle équipe, et les gens, c'est vraiment ce qui nous renote. Ils aiment être là. Il y en a des fois qui passent 1 heure dans la boutique, elle n'est pas si grande que ça, la boutique, ça fait 2 fois le parce qu'ils se sentent bien, ils se sentent bien au final. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on voulait. Trop bien. Mais ça valait la peine qu'on fasse tout cet historique parce que souvent on skip des étapes. C'est ça. Et là, finalement, il va durer 4 heures celui-là, ça va être un épisode à part. Mais donc là, ça m'amène au marketing, mais à la fois, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait vraiment vu le cheminement, parce que souvent, c'est ce qu'on skip quand on parle d'un projet. On a toujours l'impression que tout le monde sort de terre comme ça et que tout est simple, tout est facile. Autant pour quelqu'un qui veut partir sa compagnie que le grand public qui se dit « Oh, c'est bon, ils vendent juste des produits et c'est correct. » Mais on n'a pas le cheminement. Donc, je trouve ça, pour ça que je trouvais ça intéressant de développer. Et ça m'amène, j'ai eu des éléments de réponse, mais c'est quoi aujourd'hui votre stratégie marketing? C'est quoi les gros leviers que vous avez utilisés? Ça peut ne pas être cadré. Hein. Et je suis le premier à prôner ça. Moi, je suis presque un anti-bullshit. Je déteste le bullshit d'avoir des documents de 130 pages que personne lit et que jamais personne suit.
Donc, ça peut être ça aussi. Et moi, j'adore les approches organiques. Mais c'est quoi les gros leviers que vous utilisez pour vous faire connaître? Les médias sociaux, je vous l'ai dit en off, c'est direct ce que je regarde parce que c'est ma spécialité. Et j'ai vu que vous êtes bonne là-dedans, mais est-ce que vous avez d'autres leviers? Est-ce que c'est le plus puissant? Comment vous êtes sorti du lot? Puis encore là, coordonner ma chaussée parce que je viens du monde du marketing. J'ai travaillé pendant 10 ans à faire des campagnes principalement numériques, là, mais avec Marc-Claude, on a lancé les lunettes. Pour moi, c'était ultra important là, qu'on allait avoir un plan marketing avec des stratégies et tout, puis qu'on allait mettre ça en œuvre, puis qu'on allait suivre ça, mais on ne l'a jamais fait. Puis on a un super plan, mais on l'a pas tout mis à exécution par manque de temps. Par manque de temps, par manque de ressources, parce qu'encore là, aujourd'hui, on est une petite équipe et on ne suit aucun plan. On y va avec l'intuition et du temps qu'on dispose, en fait. C'est plus ça, le truc. Nos leviers principaux, puis ça, c'est depuis le début. Mais quand je parle d'intuition, c'est pas tant d'intuition. Je pense que l'expérience que j'ai aussi a fait qu'on a pris des bonnes décisions aussi, puis qu'on s'est peut-être dirigé vers ces types de médias-là parce que je me doutais que ça allait être ceux qui allaient être pour nous les plus efficaces. Principalement, c'est les réseaux sociaux. En fait, nous, on s'est fait connaître. Puis encore là, il y a 10 ans, tu le sais, il y a 10 ans, c'était présent, mais c'était pas non plus. Il y avait Facebook et c'est ça. Ouais, exact. Fait que, on s'est dit, on va utiliser ces canaux-là pour aller rejoindre les gens qui nous connaissent pas, pour se faire connaître nos produits. Fait que ça a été le premier levier. Puis encore aujourd'hui, c'est vraiment notre porte d'entrée. On n'a jamais investi un sou, on n'a jamais rien payé. Là, vous mettez de l'eau à mon moulin. Moi, ma spécialité, c'est l'organique. Donc, moi, c'est ça. C'est que ça. On n'a jamais... on a dépensé 500 $ en 10 ans, c'est beau, là, sur... Mais sinon, on n'a jamais rien dépensé. Fait que, principalement, c'est vraiment ce qui est des réseaux sociaux. L'infolette. L'infolette, mais il faut aussi expliquer, puis c'est une stratégie, une tactique marketing, mais ça a été beaucoup au début pour un artisan dans l'alimentaire, c'est de faire des marchés, c'est de rencontrer les gens, c'est le bouche à oreille, c'est d'être sur place. Fait que, je ne sais même pas dans quoi on pourrait le catégoriser. C'est de l'événementiel, de l'expérientiel. Bien sûr, oui, c'est clair. Mais Marc-Claude et moi, pendant les 3 premières années de vie des lunettes, pour se faire connaître, pour faire goûter les produits, on faisait marché sur marché sur marché. Fait que, les marchés de Noël, les marchés d'ici, à Montréal, on les faisait tous. Les beaux gros marchés. Fait que ça a été ça beaucoup, le premier levier. En parallèle, les réseaux sociaux. Puis, la fille du relationnel que je suis, c'était de mettre en place une infolette pour aller convertir les gens, les fidéliser et tout. Ça, c'est depuis la boutique. Oui. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est ça. On a fait un peu d'ARP l'année passée quand on a refait l'image de marque. Avec les médias traditionnels, on va dire, ou influence? Oui, il y avait traditionnel parce que tu avais du magazine imprimé. L'imprimé se retrouve numérique, là, mais principalement, c'est ça. Influence, plus ou moins, on n'en a pas fait encore. Je suis un peu piquée là-dessus parce que je veux pas remettre notre produit, notre histoire. C'est intéressant parce que souvent j'ai les discussions avec ça, moi qui ai la double casquette aussi, qui le vis aussi. Je suis le premier à le dire qu'effectivement, tout part de la sélection, on va dire, du créateur qui peut être très complexe et qui peut aussi faire foirer une campagne. Si on n'a pas la personne qui comprend votre réalité, ça sert à rien. Parce que souvent on regarde, elle a une grosse audience, cette personne, elle va pouvoir m'aider. Non, pas forcément. C'est vraiment, est-ce que cette personne-là, elle va te permettre de connecter? Est-ce que tu as la même audience que ces personnes-là? Ça, c'est pas évident. Moi, c'est sûr que je vois aussi les résultats que nous, en tant que créateurs de contenu, on amène aux personnes avec qui on travaille. Mais c'est vrai que des fois, ça arrive. Des fois, je me dis aussi, quand je fais un événement, je me dis, mais pourquoi, entre guillemets, il y a cette personne-là, entre guillemets, moi qui ai le regard aussi stratège, je me dis... cette personne-là, ou alors même une fois on a été invité à un événement, je l'avais déjà dit je crois en balado, et on s'est barré au bout de 10 minutes, on s'est dit on n'aurait pas dû être là. Il y a eu une erreur de casting, on n'est pas entouré de... Le fit est pas bon. Le fit est pas bon, et donc au final ça a altéré notre expérience, on est parti, ils n'ont eu aucune retombée parce qu'on était juste mal à l'aise, ils n'ont pas compris notre univers, donc on était autour de, j'ai rien contre ça, mais on était autour de candidats de télé-réalité, il n'y a aucun problème, mais c'était plus une ambiance showbiz. Tout le monde fait des selfies avec tout le monde et nous on était dans notre coin et nous notre but c'est juste de faire rayonner un établissement alors que ça clashait, donc au bout de 10 minutes on s'est dit non, on n'est pas là pour ça, on est parti, donc erreur de casting. Mais c'est vrai que par contre quand le casting est bon ça peut être un tellement beau levier, mais je comprends qu'il peut y avoir de la méfiance encore plus quand on veut de l'ultra local. Est-ce qu'il y a des influenceurs qui sont vraiment dédiés à Laval? C'est là où je le sais pas.
Puis ça, encore là, le marketing d'influence, on le prendrait pour la ligne Liminette ou pour la boutique, encore là, parce qu'on porte les deux chapeaux aujourd'hui ou les deux. Mais ça, c'est quelque chose... Quand c'est sponsorisé, il y a toujours le manque d'objectivité aussi. Donc, normalement, ça devrait pas. Ça, c'est ce que je défends tout le temps. Sauf que ça l'est. Ça devrait pas, Moi, ce que je dis des fois en commentaire, et je dirais, mais nous, si tout le contenu pouvait être sponsorisé, amen. Parce que nous, après, c'est aussi qu'on a diversifié nos sources de revenus, donc on peut se permettre. Nous, on vit pas que de ça, donc si on n'aime pas, pas payer, ça sortira jamais sur notre compte, parce que nous, on relaie que ce qu'on aime. Donc, peu importe que ce soit il y ait un chèque, il n'y ait pas de chèque, c'est soit on n'aime pas. Et quand on aime, comme on dit, vu que nous, on partage que ce qu'on aime, s'il pouvait avoir un chèque à chaque vidéo, on serait content. Mais nous, on a le même impartialité, et même à des moments, on voit que c'est encore un petit peu flou dans plein d'industries, parce que même des fois, des grandes agences nous envoient un brief. Est-ce que tu peux nous envoyer la voix off? Et moi, chaque fois, je leur dis, non, j'ai pas goûté encore. Qu'est-ce que je vais dire? Je peux pas le dire en avance. C'est de la spontanéité. Donc, on le voit que même dans ce domaine des agences et du marketing, c'est pas encore clair, parce que des fois, mais le client veut valider. Et moi, chaque fois, je dis, non, je peux pas. Ça n'existe pas. Je peux pas vous dire ce que je vais dire, sinon c'est pas moi. Sinon, je deviens un acteur. C'est notre prestation. Donc, je pense qu'il y a aussi les doubles côtés où l'industrie, qui fait appel à des influenceurs, doit mieux connaître leur réalité. Mais il y a aussi évidemment beaucoup d'influenceurs qui devraient aussi se concentrer sur l'éthique personnelle qu'ils ont, que c'est pas censé être un écran publicitaire. Il faut le retranscrire avec ses mots. Et si on n'est pas à l'aise de dire un truc, faut pas le dire. Nous, on le voit des fois, dès qu'on reçoit un brief, des fois, il y en a qui se font envoyer des scripts. Il n'y a jamais de réponse de notre part. On peut pas, sinon, autant le faire lire à une IA dans ce cas-là. On ne peut pas lire un script. Si on ne connaît pas, on n'a pas été dans l'endroit et tout ça. Il faut d'abord qu'on aille vivre l'expérience, qu'on parle d'un resto ou qu'on teste un produit. Moi, c'est le moment où je vais croquer dedans, que peut-être je vais faire est-ce que je vais écrire vraiment en amont? Je peux pas faire ça. Je peux pas savoir. Il n'y a pas d'authenticité, c'est pas naturel, c'est pas... Donc, je pense qu'il y a double responsabilité. L'industrie, c'est aussi les gens qui font partie là-dedans, qui peuvent la changer, autant du côté créateur de contenu que du côté les agences, les marques qui doivent comprendre que c'est une autre manière d'amener le marketing. Mais je sais que c'est un enjeu, mais... C'est vrai que ça pourrait être intéressant dans du marketing. À voir s'il y a des foodies à Laval, je pense que ça doit exister. Oui, possiblement. Puis, est-ce que ça serait de rester juste dans Laval ou de peut-être... Je sais pas. Bon, après, c'est vrai que vous avez une boutique en ligne. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on fait. On rayonne à travers le Québec aussi. Puis on a deux chapeaux. On est artisan, puis on est aussi commerçant. On a vraiment les deux. Exactement. Notre ligne de produits, c'est une chose, la boutique, mais nous, on rayonne à travers tout le Québec. Là. Il y a des gens qui sont dans le fin fond qui peuvent avoir accès à des produits qui n'auraient pas accès sinon. Là. Mais donc, beaucoup de médias sociaux, alors, de ce que j'ai vu. C'est vrai que vous avez des belles audiences quand même, presque 10 000 personnes sur Facebook, 10 000 personnes sur Insta. Moi, j'aimerais vous voir plus en vidéo, en Reels, forcément. C'est ce qu'on veut. C'est un des leviers de croissance en 2025. C'est le premier sur notre liste en plus. C'est les premiers trucs que je cherchais de vous. Parce qu'avant toujours de faire un balado, j'ai besoin de comprendre la personnalité des personnes. Donc, j'ai besoin de trouver toutes les ressources dans lesquelles ils parlent. Et là, je me suis dit, j'ai dû scroller un peu trop à mon goût pour vous voir. Je me suis dit, j'aimerais les voir plus tôt parce qu'en plus, c'est les minettes. Donc, c'est les minettes qu'on va voir. C'est pas juste les produits, c'est pas juste les noms. Puis, et surtout qu'à 10 000 abonnés avec là, est-ce qu'il est possible de faire encore plus humaniser vos contenus? Vous pourriez tellement péter les scores. Parce que là, vous avez utilisé un très bon levier aussi, ça qui est intéressant quand vous êtes une boutique, c'est que vous vous appuyez sur votre réseau, vous avez le levier d'absorber l'audience des produits dont vous parlez. Ça, c'est un truc aussi que je recommande, qui est hyper intéressant. Vous faites des post-collaborations, donc ça apparaît dans le feed de tous les gens avec qui vous travaillez, donc vous absorbez une partie de leur audience. Donc là, c'est vrai que vous avez un potentiel de croissance immense au final. Donc ça, c'est le petit côté spécialiste qui avait besoin de le dire. Non, parce que Alexis, j'avais besoin de voir ça. Tu savais dans la liste, puis tu sais... Oui, c'est ça. Après, vous ne pouvez pas avoir la... Les réseaux sociaux, on s'en occupe nous-mêmes. Puis on porte tous les chapeaux dans l'entreprise. C'est ça. Puis, tu sais, après, c'est pas vrai que quand ta journée là, est remplie du matin jusqu'au soir, de mettre en place... C'est hyper demandant. C'est pas possible. Ta tête créativement n'est pas disposée à dire, OK, ben là, on s'en va vers ça, on va développer ci, on va faire ça, on va... C'est pas ça parce que tu es en train de régler 15 urgences, une employée qui est malade, une livraison qui n'est pas arrivée, faut que tu fasses des marchages, des clients qui viennent en boutique qui veulent voir juste nous. Revenu Québec t'envoie une lettre. Revenu Québec qui t'envoie une lettre. Le MAPAC qui vient faire son inspection. Tu passes la journée à courir. Quand on nous demande ta journée, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Attends une minute, je commence par... Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Non, mais honnêtement, vous faites ça super bien. Après, on sent qu'il y a le côté...
le goût du beau aussi. Ça, par contre, je l'ai ressenti même dans des petits montages, quand c'est du montage vidéo ou autre, on sent que vous vous cassez la tête quand même pour que ce soit beau, entre guillemets. Ben là, même, on voit même les packaging, ça, c'est beau. Hein. Regardez-moi ça. Ça a été un long... Ouais, ça aussi, ça a été un gros travail, toute l'image de marque. Je sais pas si c'est dans tes questions, là. Je peux attendre aussi les prochaines questions pour parler de ce volet-là, mais ça a été un J'allais dire, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aussi dans le marketing, dans les questions, ça peut être ça aussi. Moi, je trouve que direct, ça... Je l'ai vu juste sur la boutique en ligne. Là, je le découvre en vrai. J'ai fait, c'est cool quand même. Le M, et tout ça, vraiment, il est bien identifiable. C'est vrai que dans une époque où tous les brands ont tendance beaucoup à se ressembler de plus en plus, on sent que vous avez aussi le côté expérience, que vous avez l'habitude de recevoir tellement de brands que vous voulez avoir un truc qui change, mais qui à la fois est dans l'air du temps. Là, c'est sûr que vous êtes sur une tablette, on s'en souvient. Là, je m'en souviens, je peux pas le confondre. Je prends souvent cet exemple en formation. Une fois, j'avais vu une pub d'une boisson au maté. Donc, ça m'a donné le goût d'aller en épicerie en acheter. Et quand je suis allé en épicerie, je suis revenu, j'étais tout content. Je me suis dit, voilà, grâce à cette pub, je l'ai acheté. Je me suis trompé, j'ai acheté le concurrent. Il se ressemblait tellement qu'au final, il y a quelqu'un qui a mis des dollars pour que j'achète son concurrent. C'est dommage. Mais c'est un cas réel que j'ai vécu, donc c'est fou. Donc, d'avoir un côté différenciant, je trouve que c'est vraiment super beau, hyper esthétique. Donc, ça joue aussi dans le côté qualitatif. On sent vraiment le goût de l'esthétique que vous avez. Là, je comprends mieux avec votre background quand même, marketing. Ça a été... puis, en fait, tu as tout bien résumé parce qu'on savait qu'on avait... Tu sais, quand on a décidé de revoir notre image, notre identité visuelle, tu sais, qu'on avait développé, Marc-Claude et moi, toutes les deux, on a tout fait de A à Z, comme je disais tout à l'heure. Puis, les gens se sont beaucoup attachés à la marque, à l'emballage. Notre premier emballage, là, si tu l'as vu sur certaines photos, c'était très artisanal, mais chic. C'était rustique chic. C'était rustique chic. C'était un papier craft. C'était très... Les gens l'aimaient parce que, de un, sur des réseaux sociaux, ça fait des belles photos beige. Quand tu veux faire des photos dans des tons... En contexte. Exact. Dans les paniers cadeaux, dans le panier cadeau. C'est beau, t'as pas une couleur qui vient détonner du reste. Fait que, ça s'intègre super bien. Et ça fait très artisanal, ça fait très... Mais, tu sais, on était rendu ailleurs avec Marc-Claude. On savait foncièrement qu'il fallait que notre identité, que nous-mêmes, notre personnalité ressorte davantage à travers notre marque. Et on trouvait que la marque initiale ne nous servait plus. Mais ça a été long, là, juste pour trouver la personne avec qui on allait travailler. Ça a pris 2 ans. Parce que je voulais pas m'en occuper, je voulais pas être en charge. Non, fallait que tu te détaches de ça. Parce que Pascal, non, fallait vraiment. Puis même parce que tu réussis pas à... Quand t'es trop dedans, tu vas refaire la même chose. Tu peux pas prendre les bonnes décisions, tu peux pas... Et puis, il nous a emmenés complètement ailleurs. Puis on avait besoin de s'exprimer à travers notre marque. Puis la personne a vraiment su bien nous saisir, en tant que sœur, Puis c'était important de trouver la personne, en fait, puis ça a été comme ça qu'on a fait notre choix. On voulait que la personne comprenne qui on est comme humain avant de comprendre la marque. On voulait pas un graphiste qui allait faire un trip artistique avec une nouvelle image, un nouveau logo, une nouvelle étiquette. Il fallait qu'ils comprennent l'essence des minettes parce que c'est des gens à la base, c'est des humains. Puis c'est ce que la personne a su super bien comprendre et cibler tout. Fait que, on est content parce qu'à travers l'image. Puis encore là, parce qu'à la base, on changeait même pas le logo. Hein. C'était même pas le mandat. Oui, c'est vrai. Parce qu'on voulait que nos différents produits se démarquent un peu plus. Puis à un moment donné, quand tu as 6 pots différents, mais 6 produits différents, mais qui ont tous la même étiquette, puis, je vous ai demandé sur une tablette d'un magasin. Bien sûr, c'est clair. Donc, puis de fil en aiguille, une étiquette est venue à un nouveau logo, à carrément une nouvelle image complète. Puis, et pour finir là-dessus, c'est que tu le disais, avec la boutique, on envoie des produits. Bien sûr, vous avez la meilleure veille, vous la vivez tous les jours. Fait que on voulait pas que notre produit ressemble aux autres. Exact. Puis les palettes de couleurs, c'est des modes. Fait que quand il y a une palette qui sort, tout le monde s'en va vers ça. Fait qu'on voulait pas aller vers le truc qui allait être pareil que les autres. Fallait que ça reste intemporel, fallait que ça se démarque du lot et tout. Fait que... Ouais, mais ça a été un beau travail, un très beau travail. Je pense qu'on est fiers. On est fiers. Oui. Non, mais c'est très, très beau. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu disais, c'est que moi, c'est ça aussi que j'ai trouvé hyper bien sur votre page à propos, notamment qu'il faut comprendre qui vous êtes. Au début, quand je commençais à faire mes recherches, je me suis dit, tu catégorises dans ta tête, tu dis, bon, ok, mon cerveau dirait que ok, ils vendent des produits locaux, comme il y en a plein au Québec, entre guillemets. Maintenant. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est que dès que j'ai lu votre why, je me suis dit, j'ai senti, parce que je suis forcément, vu que c'est mon métier, moi-même, je suis très alerte de comment je perçois.
Et dès que j'ai eu le why, l'histoire avec votre père et tout ça, je me suis dit, incroyable. Là, j'ai déjà eu une attache, genre j'avais hâte à l'épisode, je me suis dit, incroyable. Là, je vais pas juste voir quelqu'un qui appartient à une boutique de produits locaux. Je vais voir deux sœurs qui portent un projet avec leur trip de faire hommage à leur père. Et ça fait toute la différence. Et c'est ce que je dis chaque fois à toutes les entreprises dans l'agroalimentaire ou autre, c'est qu'on s'en fout de ce que vous faites. On s'en fout toujours de ce que vous faites. À part dans la tech, si vous amenez une innovation, c'est pourquoi vous le faites. C'est ça, avec les gens, ils vont vous encourager. Là, moi, de suite, j'ai envie de passer ma commande parce que j'ai envie d'encourager à l'initiale les deux petites filles qui allaient sur les routes avec leur père. Et là, c'est venu me chercher direct. Je me suis dit, waouh! Et j'en parlais encore hier soir à ma conjointe qui, elle aussi, est artisane. Et là, de suite, elle a fait, non, mais c'est incroyable. C'est forcément que ça vient de chercher l'histoire. Et ça aide. Et les gens, des fois, oublient de le mettre en avant. Là, je dirais que j'ai lu votre page à propos, j'ai compris votre histoire. Et il y en a, on dirait qu'ils ont le travail de presque, ils veulent cacher leur histoire. Ils se disent, non, c'est pas comme tout le monde, mais on veut pas que vous soyez comme tout le monde. Là, c'est clair que aujourd'hui, c'est bien pour les produits du Québec, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a plein des boutiques en ligne. Ouais. Mais ce qui va faire qu'on choisit les minettes versus un autre, c'est que là, on alimente vos tripes, en fait. Et les gens ne pensent pas assez à ça, mais c'est juste ça, au final, en bout de ligne. Comme je dis souvent, quand on achète un iPhone, on achète un bout de l'intelligence de Steve Jobs. On se sent plus malin quand on n'achète pas juste un sel, sinon on pourrait acheter notre marque. Donc ça, c'est la petite parenthèse marketing que je trouvais intéressante d'appuyer parce que... Mais c'est drôle de dire là-dessus. Parce qu'en fait, sur nos emballages, on a toujours écrit notre histoire aussi. OK. Ah ben c'est trop bien. C'est un court résumé, mais puis les gens se sont... puis c'est ce qui a fait qu'on s'est démarqué aussi. Écoute, les gens, même encore maintenant en boutique, mais ils venaient nous voir dans les marchés et tout. Ah, c'est toi la blonde, c'est toi la brune, c'est toi... Parce que il y en a qui nous récitaient l'histoire, là. Ils la connaissaient par cœur parce qu'ils l'avaient lu, ça les avait interpellés, puis ils trouvaient ça donc différent. Puis en même temps, comme tu as dit, ils s'attachaient déjà à des gens avant même les rencontrer. Bien sûr. Ou, tu sais, le nombre de fois que les gens viennent en boutique, puis malheureusement, soit qu'on est en cuisine, on est dans le bureau, on est en avant, on court partout, mais tu sais, on n'a pas toujours la chance d'être en boutique. Puis les gens, quand ils nous voient en boutique, quand on est avec eux, ah, vous êtes là? Ils ont l'impression de connecter. Ils nous happent, puis c'est OK, on va passer une demi-heure avec toi, là, puis tu vas faire le tour de la boutique avec nous, tu vas nous parler des produits, puis c'est... Ben oui, parce que maintenant, de toute façon, tu n'inventes plus rien. Des craquelins, tout le monde peut en faire. Après ça, est-ce que les nôtres, c'est les meilleurs? Ben nous, on pense que oui, mais je veux dire, après ça, non, il y en a pour tous les goûts. Par contre, votre histoire, on ne peut pas la réinventer. C'est ça, exactement. C'est pour ça, comme disait Pascal... devenir une multinationale, ben non, c'est plus nous. C'est ça. Ça sert à rien. Mais je trouvais ça hyper intéressant de le souligner parce que c'est vrai qu'en bout de ligne, c'est ça et les gens oublient tellement de mettre ça en avant alors que c'est le cœur de ce qu'on veut voir et en ce moment, on parle beaucoup d'IA. Est-ce que ça va... le meilleur moyen, entre guillemets, de ne pas se faire remplacer par l'IA, c'est d'être profondément humain et les gens l'oublient et essayent de se lisser pendant des années. Le marketing, c'était déshumanisé, c'était presque... ressembler à tout le monde et pas sortir du cadre. Aujourd'hui, au contraire, la meilleure barrière qu'on peut avoir, c'est avoir son propre cadre et mettre en avant son authenticité. Et c'est ça qui va faire que quelqu'un va vouloir vous encourager, vous et personne d'autre. Et ça, c'est aussi la meilleure façon de se protéger de la concurrence. Ah oui, puis de se différencier. C'est ça, c'est quelqu'un qui connecte avec votre histoire, il encouragera toujours votre histoire versus autre chose. Donc ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et là, encore mieux de le mettre sur... Je trouve ça intéressant de le mettre sur le packaging. Parce que en fait, on voit qu'on connecte tous avec les why. Mais comme je disais en off avant qu'on commence, moi les médias sociaux, pourquoi je suis passionné, ça vaut rien en tant que tel. Ça aurait pu être autre chose. C'est que pour moi, c'est un outil j'ai pu sortir de ma condition initiale grâce aux médias sociaux et d'aller chercher un réseau, d'aller chercher des opportunités que j'aurais jamais pu avoir. Parce que moi, mon why, c'est de montrer qu'on peut venir de nulle part et se faire une place ailleurs dans la société. Mais donc, les médias sociaux, c'est juste le what, c'est ce que je propose. En bout de ligne, quand j'accompagne quelqu'un, c'est que je veux l'aider aussi à aller ailleurs versus un petit peu le petit village gaulois qui se bat contre une multinationale. C'est pour ça que je vous disais, même dans la manière dont je structure mes offres, que je veux que même un petit peu accéder à ça parce que derrière, c'est ce qui va faire la différence. Donc, en fait, on connecte qu'avec les histoires des entreprises plutôt que les produits. Donc, très intéressant. Et j'ai déjà eu plein d'éléments sur le marketing, là, donc pas mal médias sociaux, un petit peu de relations presse, de la connexion humaine aussi. Forcément, dans votre marketing, par défaut, juste d'avoir une boutique, c'est déjà un levier marketing
connecter avec les gens. En fait, vous faites des médias sociaux dans la vraie vie qu'on appelle la vie, au final, tout simplement. Exact. C'est faire des relations humaines, répondre aux commentaires, parce que c'est dans la vraie vie. Exactement, C'est même avec votre réseau de distribution, tu vas quelque part, tu goûtes un produit, tu dis, nous, on a une boutique de... Le follow, tu me follow, c'est les médias. Exactement. C'est la vie, c'est censé être ça aussi, les médias sociaux. À la base, c'est d'humaniser une relation, mais en ligne. Avec l'interactivité. C'est ça, l'interaction, c'est ça que je ressens, vraiment le côté humain, connexion. Et là, on est dans la section des défis un petit peu. Et là. Là, on n'est pas parti d'ici. Ça dépend. Ça va être un bel épisode. Mais il y a des éléments déjà que vous avez abordés plus tôt. Mais là, la première des choses qui me vient en tête, ça a été quoi les principaux défis rencontrés depuis la création des Minettes? Notre relation. Ça a été un grand défi. Je pense que ça a été le premier qu'il a fallu qu'on... Oui, parce qu'on a toujours été très, très proches. On est tricotés serrés. Mais apprendre à travailler ensemble. Faire la différence entre le volet là, vous répondez 2 questions en un, parce que ça allait être ma question. Facile de concilier vie pro et vie perso quand on travaille en famille. Forcément, je voulais la poser. Donc ça vous l'avez senti que c'était... C'est parce que, tu sais, en fait, on est normal, 2 sœurs qui apprennent à travailler ensemble, doivent, à un moment donné, on n'a pas le choix de laisser le volet personnel de côté. Parce que si tu fais juste te laisser guider par tes émotions, puis toute notre histoire, les décisions qu'on va prendre ne seront pas les bonnes. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre. Moi, j'ai souvent dit, je me comparais comme un couple, Marc-Claude et moi, on a appris à se connaître professionnellement, on a appris à travailler ensemble, à s'écouter, à se respecter beaucoup, à respecter l'opinion de l'autre. On n'était pas dans une guerre de 2 sœurs qui s'arrachent les cheveux pour essayer de prendre sa place, quoi que ce soit. Là. On travaille ensemble, on est deux copropriétaires d'une entreprise qu'on a fondée. Fait que je pense que ça a été le plus grand défi. Puis encore aujourd'hui, moins aujourd'hui. Puis pour vrai, je suis vraiment fière d'où on est arrivé parce que on est hyper complémentaires. On est différentes, mais on est ultra complémentaires. Mais on a vraiment appris à travailler ensemble, puis je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Puis on le sait, là, des associés ensemble, ça peut... 2 amis qui s'associent, qui partent une business, je veux dire... ça peut gâcher des relations. Ça peut gâcher des relations. Sûr, complètement. Parce que même, ça l'a aidé aussi notre relation de sœurs aussi. De confiance, de tout. Non, vraiment, tu sais, c'est... C'est vrai qu'une fois que c'est maîtrisé, ça devient un avantage, parce que même, vous n'avez pas besoin de tourner autour du pot, vous pouvez vous dire les choses sans filtre. Puis on sait déjà comment on va prendre telle situation. C'est ça, exact. On sait comment j'ai envie de mettre mes gants blancs ou pas, non, mais c'est ça dépend de... Après, tu sais, ça dépend, là, il y a des semaines qui sont, tu sais, il y en a encore, c'est sûr, mais on tombe facilement sur... On a un stress, tu sais, qui pèse constamment, qui est une entreprise. Fait que, tu sais, je veux dire, après, c'est comment tu es capable de gérer tout ça, puis de préserver cette relation-là. Puis pour moi, ça a vraiment été le plus... Marc-Claude aussi, je pense, là. Mais ça a été un des... Oui, parce qu'après ça, une fois que ce gros défi-là, on a appris à le contrôler, à le maîtriser et tout... Les autres, les situations financières ou quoi, tu sais, on peut pas tout contrôler. Bien sûr. On sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve ou quoi que ce soit, mais ça, au moins, on le sait que ça on a cette force-là, puis... On fait une super équipe, là, fait que on va les affronter, les tempêtes, là. Mais là, vous pouvez m'affronter plus de tempêtes maintenant, que vous avez su comment gérer le comportement de l'autre, ça c'est au final encore mieux, parce que tu connais l'autre et tu sais, entre guillemets, que tu vas pas avoir... C'est vrai que, de manière, on généralise, mais on peut moins avoir une grosse trahison de la part de quelqu'un de sa famille, tu sais, où tu te dis, OK, on va peut-être s'envoyer chier 1000 fois, mais ça va pas être quelqu'un qui part avec la caisse, par exemple, que pourrait faire un associé annexe aussi. Donc, c'est vrai que souvent, c'est ce que j'entends quand c'est des amis d'enfance ou en couple et tout ça. Il y a plein d'entreprises là qu'on a reçues, ce balado, qui avaient une relation, et c'est vrai qu'ils disent ça peut être un défi parce que c'est vrai que même quand vous êtes à un repas de famille, forcément qu'au bout d'un moment, vous allez parler des minettes possiblement, là. Tout le temps. C'est ça. mais de moins en moins, en fait, on est capable, parce qu'on s'est fait demander aussi d'arrêter de parler de ça. Des fois, là, c'était... Mais non, mais tu sais, il faut comprendre, c'est très organique, là, notre relation. On partait en vacances ensemble. T'sais, on se voit 24 heures sur 24 quasiment. Parce qu'elle était à Montréal, c'était plus pratique de venir coucher chez nous des fois pour la business. Non, on était tout le temps serrés dans la famille. Donc, la famille au grand complet. Là, on a toujours été comme ça. On a été élevés là-dedans avec ces valeurs-là de familial.
T'es toujours le clan. Le clan Raymond, là, c'est fort. Là, fait qu'on a appris aussi à passer à d'autres choses aussi, pas juste avoir les minettes comme sujet de conversation, parce que même nous, maintenant, on est tout le temps au travail. Du lundi, bien sûr, c'est ça. Du lundi au samedi, puis le dimanche, on est chacune de notre bord, là, mais sinon, faut qu'on décroche. Mais c'est sûr qu'on y pense tout le temps. Bah oui, mais ça, c'est le grand mensonge de... En ce moment, on est dans le truc de faut apprendre à déconnecter et tout ça, mais c'est pas possible. Faut dire les vraies affaires. Quand c'est ton projet, c'est comme ton bébé. Pourquoi tu peux pas oublier Et pourquoi oublier, entre guillemets? Il faut juste apprendre, évidemment, à savoir ralentir quand il faut ralentir, accélérer quand il faut accélérer, mais on peut pas juste dire on ferme et on en reparle lundi. Ça n'existe pas, ça, dans le cerveau humain. C'est pas possible. Non, tu peux pas juste mettre la switch à off. Non, déposer le téléphone et le reprendre. C'est absolument pas possible. Ouais. Et là aussi, une autre question que j'ai, c'est que votre mission, c'est de faire rayonner les produits québécois. Comment vous voyez l'évolution de la consommation locale au Québec dans les années à venir? Parce que là, le balado, pour ceux qui l'écoutent, il est tourné quelques mois avant que vous le voyez. Là, on est dans un contexte très particulier actuellement avec les États-Unis, blablabla. Ça se trouve, ça sera un autre bordel au moment où il sortira. Complètement autre chose. Mais donc, comment vous comptez vous placer là-dedans et comment vous voyez, parce qu'on sait qu'il y a eu un gros boost avec la pandémie de la consommation locale, est-ce que vous voyez que là, ça tendance à redescendre? Est-ce qu'il y a eu quand même des acquis? Comment... Ça, c'est un gros défi, en fait, auquel on fait face en ce moment, parce que tu l'as dit, la pandémie, pour nous, ça a été... On a ouvert la boutique juste avant la pandémie. Quand je disais qu'on savait que notre plus gros défi à l'époque, ça allait être de faire connaître les produits québécois, de faire l'éducation, on le savait qu'on avait beaucoup de travail à faire. La pandémie est arrivée, on n'a pas eu besoin de rien faire. Il y a eu un engouement énorme autour. Par contre, la pandémie s'est terminée. Les habitudes des gens ont changé. Quitter la place. Mais c'est vrai, il faut le dire, c'est la réalité. Ça a fait, là, ça a été une montagne russe. Là, mais on le savait, il y en a beaucoup qui sont... qui n'ont pas imaginé ça. Pour eux, il y avait des chiffres d'affaires incroyables, puis ils n'ont pas vu venir la post-pandémie, ce qui allait être évident. Tout le monde allait retourner à ses bonnes vieilles habitudes de magasiner par le prix, oublier le produit québécois. Nous, on avait quand même un peu prévu le coup. Mais la deuxième vague, là, on la sent pas comme la pandémie. Là. Puis on s'y accroche pas en se disant « Oh mon Dieu, voici notre... » En ce moment, vous ne savez pas qu'il y a eu un boost là de... un peu, on parle dans les médias, je veux dire, OK, oui, ils font des publicités là, ou quoi que ce soit. C'est ça, parce que... sur les lèvres. Mais après, dans les habitudes de consommation des gens, il n'y a pas eu un changement drastique comme pendant la pandémie. Là. Pendant la pandémie, je veux dire... on aurait dit que les gens ne juraient que par le produit québécois. Mais c'est vrai. C'est plus ça, là. Je veux dire... c'est quelque chose qui est arrivé. Ça n'arrivera pas comme ça, tu sais. Je veux dire, il y a eu ce boost-là de produits du Québec, tu sais, qu'il n'y avait jamais eu avant. C'est clair. Donc, le terroir québécois est presque né en 2020, dans l'image des gens, on va dire. Fait qu'il y a ce momentum dans une petite période qui nous a paru super grande, là, mais c'est une petite période. Je veux dire, ça n'arrivera jamais autant, là, un boost. Bon, on ne peut pas prévoir. Là. Ça se trouve au moment où on se parle. Fait que, pour répondre à ta question, l'évolution, elle continue à se faire. T'sais, oui, on souhaiterait qu'elle se fasse plus vite. Là. En fait, oui, on souhaiterait que le produit québécois s'intègre vraiment dans les habitudes de consommation des gens. Là. C'est pas encore ça. Oui, exact. Mais les gens sont curieux. Lentement, Ils sont curieux. Ils découvrent, ils commencent à apprécier puis à revenir vers les produits. Fait que évidemment, il y a un prix. On ne se cachera pas. Il y en a qui disent non, ça ne coûte pas plus cher. Non, il y a un prix. Je veux dire, mais il faut comprendre aussi pourquoi c'est plus cher. Et les gens le réalisent. Ça ne deviendra peut-être pas un produit de consommation au quotidien. Mais la fin de semaine, on veut se gâter, on va changer tel produit, on va prendre celui qui est un petit peu plus... qui est un petit peu plus coûteux, mais qui vient d'ici, on va changer nos... Les habitudes changent un peu, mais pas... Puis on le dit aussi souvent à certains clients avec qui on échange à la boutique, consommer mieux, consommer moins aussi. Je veux dire, tu peux faire le choix de ne plus acheter ton Nutella au Costco au Costco. Oui, c'est Costco. J'allais dire Club Price. Tu peux l'acheter un peu partout, mais... Bref, tu peux décider de choisir tel type de produit pour les moments plus particuliers, puis juste arrêter de consommer peut-être l'autre produit, puis dire, je vais garder ce type de produit-là pour des occasions plus spéciales ou pour me faire plaisir. Puis, d'acheter moins, d'acheter mieux, de changer les habitudes de consommation, je pense que ça peut éventuellement, peut-être
mieux s'intégrer, plus... mais... Ben, idéalement, regarde, tu sais, il y a 20 ans, 30 ans, là, le côté culinaire au Québec, C'est clair. Ouf, la culture culinaire, je veux dire, depuis 15 ans, tu sais, prend de l'ampleur, mais tu sais, encore du travail à faire, tu sais, les caribous de saumon, tu sais, tous les gens, tu sais, qui contribuent à ça, que ce soit Laurier de la gastronomie, avec l'événement, tu sais, tout ce qu'on voit de plus en plus, puis c'est génial, là, la diversité, tu sais, fait que c'est... Donc oui, dans le meilleur des mondes, dans 20 ans, on va s'en reparler, puis on va dire, regarde où est-ce qu'on était. Il n'y a personne qui consommait des produits du Québec et tout. Tu vas regarder un garde-manger québécois, là, puis tu vas faire, wow, la moitié, c'est des produits québécois. Mais moi, j'y crois quand même, parce que moi, forcément, en tant que Français, j'ai aussi le prisme d'un pays qui est beaucoup plus vieux, le regard, et moi, je vois le Québec d'un regard tout neuf. On sait que l'industrie, même factuellement, l'industrie agroalimentaire, elle est encore tout à ses débuts. C'est-à-dire que même dans les process d'industrie, on voit en usine que ça coûte plus cher au Québec de sortir un produit plutôt que de le sortir en France. Parce que, entre guillemets, à l'échelle d'un vieux continent, le pays vient de naître, entre guillemets. Donc, le temps que, après, de plus en plus, il va y avoir un engouement, les gens vont plus consommer québécois. Donc, économie d'échelle, les gens vont être capables de produire moins cher. Les gens vont être de plus en plus éduqués aussi. J'en parlais avec Signé Caméline, que les gens, des fois, vont dire « Ah, ben ça, c'est plus cher. Ça, cette huile, par exemple, me coûte 4 pièces. Cette huile d'olive et cette huile de caméline, elle me coûte 20, par exemple. » Mais parce que les gens n'ont aussi pas le curseur de lire l'étiquette. Ouais, mais cette huile d'olive, si tu regardes la petite astérisque, c'est moitié canola et 80% canola, 20% huile d'olive. C'est pas pressé à froid. Et là, tu as un produit d'exception pressé à froid du Québec avec aussi des vrais nutriments. Donc, même sur le côté... qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, que ce soit même des produits fins, de la viande ou autre, les gens n'ont pas le côté... Après, oui, il y a des trucs, c'est clair que le but, c'est pas de se défendre, comme par exemple dans le côté vignoble. Factuellement, à date, ça coûtera toujours plus cher de produire un vin au Québec qu'ailleurs parce que les conditions climatiques, il faut le voir comme un produit d'exception, au contraire, un produit rare. Et les gens, en fait, des fois, font des comparaisons, effectivement, qui ne se comparent pas, on va dire. Mais non, puis sans comprendre aussi pourquoi. C'est ça, sans comprendre, effectivement. Ouais, exact. Tu parles des vignobles québécois, je veux dire, le vignoble québécois est jeune. C'est ça, exact. Il vient de naître. C'est ça. Puis je veux dire, quand tu regardes le pourcentage de vignobles en ce moment québécois, ce sont encore tous des jeunes vignobles, puis ça coûte cher de démarrer un vignoble au Québec. C'est clair, c'est une fortune. L'investissement est énorme. Fait qu'avant que tu commences à rentabiliser ça, je veux dire, la bouteille de vin, avant qu'elle arrive à un prix qui soit raisonnable, ça va prendre du temps. Je veux dire, c'est pas après 5 ans, c'est pas... fait que Puis encore, est-ce que le prix va vraiment changer? Peut-être pas, parce que, tu sais, ici, on a des meilleurs salaires, on a complètement. Tout un contexte, le climat, bon, tous les pays vivent des problèmes avec le climat, mais tu sais, ici, c'est quand il y a 2 ans, il y en a qui ont perdu 75% de leur récolte. Exactement, jamais année après année, c'est quoi qui va leur tomber sur la tête. Puis, exact. Mais tu goûtes ce prix, c'est justifié par le goût que tu as dans la bouteille. C'est typique à notre terroir, c'est différent. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que les gens aussi, le grand public qui est encore plus dans cette industrie, l'agroalimentaire, c'est quand même ingrat parce que les gens se disent « Oh, ça vaut 10 pièces, 12 pièces. » Les gens pensent qu'il y a 10, 12 pièces qui rentrent dans les poches de la personne. Alors que s'ils regardaient les marges dans cette industrie-là, ils pleuraient. C'est souvent, on se dit pourquoi on a choisi, c'est parce que c'était vraiment un secteur, c'est par amour, par passion, parce que c'est pas là où tu fais de l'argent. C'est ce que je dis tout le temps. Le seul moment où tu fais de l'argent, c'est, imaginons, si ça a été le chemin, vous auriez développé la brand et vous l'auriez vendue à une multinationale. C'est à la sortie que tu gagnes de l'argent dans l'agroalimentaire. Comme je parle souvent avec des restaurateurs, les restos, ils se gavent, ils ont augmenté, mais quand je parle avec des restaurateurs, ils disent « je me paye pas ». La plupart des gens avec qui je parle ne se payent pas. Et alors que les gens ils disent « ouais, ils ont augmenté les prix juste pour se gaver, ils veulent nous crosser ». Parler avec des gens, discuter, cette industrie-là, la plupart du temps, c'est vraiment des passionnés parce que pour vraiment faire une fortune dans l'agroalimentaire, c'est la plupart du temps, les histoires qu'on a, c'est à la sortie. Ils ont bâti un brand, ils l'ont vendu à quelqu'un qui était plus gros, souvent un géant américain. Et après, on repart avec ses millions et c'est très bien. Mais peut-être que pendant aussi 12 ans, même si on l'a revendu 2, 5, 10 millions, il n'y a pas eu de salaire. Donc c'est vrai que même pour le grand public, ce balado, il sert aussi à ça d'expliquer que rien n'est évident. C'est-à-dire que pourquoi ça a un coût.
Parce que derrière, il y a des gens qui mettent les efforts dedans pour donner le meilleur au meilleur prix. Il n'y a personne qui se dit, bon, je vais essayer de créer le produit le plus invendable possible et tout le monde essaye de tirer les marges le plus. Mais les gens ne le réalisent pas. Moi, je le vois aussi quand je parle avec le monsieur et madame tout le monde, entre guillemets. Mais souvent, les gens associent l'entrepreneuriat, je veux dire, une qualité de vie, je veux dire... Tu es entrepreneur, tu gères ton horaire, tu fais ce que tu ou là, gères pas ton horaire, t'es à la merci, c'est le fun. T'es à la merci de l'horaire d'un. Je veux dire, t'as pas d'horaire, t'as pas de qualité de vie. De l'argent, t'en fais pas. Je veux dire, tu vas payer tout le monde avant de te payer toi. Tu vas souvent être le dernier à passer, effectivement. Tu sais, le restaurant qui se paye pas, qui se verse pas de salaire, non, parce qu'il va tout mettre dans l'assiette. Complètement. Parce qu'il va vouloir travailler avec des petits producteurs. Puis, l'ingrédient que tu as dans ton assiette, elle coûte tant. Fait que si tu la veux, c'est ça. Fait que tout ça a un prix. Mais... Puis souvent, on monte pas plus les marges parce qu'il y a un seuil psychologique. Exact, c'est clair. Les clients, puis on veut qu'ils continuent à venir nous voir. Fait que tu baisses ta marge constamment. Ouais. C'est pas comme dans l'industrie du textile, exemple. Des fois, il y en a qui nous parlent d'autres types de commerçants et tout, puis tu peux avoir des marges de 60, 70%. Bien sûr, c'est clair. Oh mon Dieu. Puis quand ils connaissent les marges qu'on fait, là, ils comprennent même pas pourquoi on s'est lancé. Mais non, mais c'est clair. C'est vraiment une industrie de purs passionnés. Je prends souvent l'exemple que même les tables, les chefs étoilés, ceux qui sont étoilés au guide Michelin, ils le disent tous en entrevue. On perd de l'argent sur ce resto, mais ça bâtit notre brand pour après éventuellement créer des trucs plus abordables pour monsieur et madame tout le monde. Alors que monsieur et madame tout le monde disent le menu à 500 pièces, mais qu'est-ce qu'ils doivent se gaver? Non, mais juste la vaisselle dans laquelle tu manges coûte 400. Mais c'est vrai. C'est ça. Parce que tu as vu la brigade qui travaille en arrière. Exact. Ils sont partis chasser des truffes pendant 18 heures pour en mettre un bout dans l'assiette. Exact. Les gens, c'est vrai que c'est intéressant aussi de... Je pense que ça vient aussi avec le travail que vous faites, éducationnel. C'est comme ça aussi qu'on va se rendre beaucoup plus consommé local, parce qu'il y a plein de bons produits au Québec. Et comme on le dit, c'est vrai que c'est encore tout nouveau, tout récent. Au final, le terroir québécois... Il vient de naître, le mot terroir, même souvent on dit le mot terroir, quand on regarde dans certains dictionnaires, ça dit mot français. C'est-à-dire que limite, il n'est pas connu au Québec. Des fois, il y en a qui disent ça fait plus français de France de dire terroir. Moi, je le vois, j'entends ces sujets-là parce que non, mais il y a un terroir au Québec. C'est correct d'utiliser ce mot, et sinon, on va dire quoi? C'est fou. Absolument. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se l'approprie. Mais c'est ça, alors qu'il y en a un, c'est fou. Il y a tellement des bons produits à travers la province, que ce soit des fromages, des produits d'épicerie fine. Tu vas te rendre jusqu'au bout de la route, à Natashquan. Je veux dire, c'est fascinant, là, aux quatre coins de la province. Là, c'est clair. On n'a rien à envier aux autres pays. Complètement. On a tout ce qu'il faut ici. Vraiment. C'est magnifique ce qu'on a. Mais juste si on regarde par rapport à l'Amérique du Nord, moi, chaque fois que j'ai vu pas mal de... presque toutes les autres provinces du Canada, chaque fois, je suis content de rentrer au Québec. C'est là où je vois qu'il y a un vrai art de vivre, on va dire, où... C'est là où on voit la différence. Il y a le Québec et il y a les autres provinces. De plus en plus, les autres provinces essayent d'aller là-dedans, mais on sent que le Québec, c'est vraiment quelque chose à part, où il y a vraiment ce goût de se faire plaisir, vraiment ce côté, OK, on se met un bon produit dans l'assiette, on va ouvrir une bonne bouteille, qu'on ne retrouve pas, on va le retrouver dans certains États aux États-Unis, OK, mais même si on parle au global, même dans d'autres provinces canadiennes, rien à voir. On va en Alberta, on n'a pas la même expérience que quand on est au Québec, par exemple, culinairement parlant, on va dire. Ces plaisirs-là de la table, de partage, de prendre le temps. De s'intéresser aussi aux produits, c'est un truc qu'on retrouve moins. Ça se développe parce que ça prend de l'ampleur dans le monde entier, mais c'est vrai qu'on est quand même chanceux au Québec et je pense qu'il y a quelque chose à pousser dans cette direction-là, mais hyper intéressant. Donc, je pensais qu'il allait y avoir une courbe d'engouement, là, malgré tout, là, dans les dernières semaines, mais pas tant que ça. C'est plus un engouement médiatique. Il y a un peu, mais c'est rien de comparable. C'est pas une deuxième pandémie. Non, loin de là. Non. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est ça. Il y a toujours les... Là, on ne parle pas au nom de tout le monde, mais c'est vrai, oui. Mais je ne penserais pas, là, ça a tombé après la pandémie, évidemment. Le temps des fêtes, on parle d'un engouement similaire. On s'entend, mais ça revient, mais sinon, c'est retombé comme avant. Puis en ce moment, on le sent un peu, là, les gens en parlent, mais... Oui, c'est toujours les doubles discours. Il y a le discours médiatique et il y a concrètement... Oui, parce qu'il y a le contexte économique aussi, là, si tu veux, mais après ça, il faut que tu puisses te le permettre. Puis, on parle de récession, on parle de tout. Je veux dire, les gens il y a toujours ce qu'on dit, entre guillemets, et ce qu'on fait. En ce moment, je vois qu'il y en a beaucoup qui décrient l'IA, mais tout le monde utilise l'IA. Donc, on est toujours dans des dissonances. C'est normal, c'est l'être humain. Et OK, donc là, on est à la section leçons et conseils. Là, j'ai deux questions à cette étape-là. C'est quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer
dans le domaine de l'agroalimentaire? Si vous deviez en donner qu'un. Je pense qu'il faut le faire... je pense qu'il faut le faire par passion. Ouais, en toute connaissance. Il faut vraiment le faire par passion parce que je ne crois pas... C'est pas le milieu le plus facile. Non. Fait qu'il faut vraiment que tu y crois. Faut que tu le fasses par passion, par amour de... Que ce soit dans le produit ou dans le service, peu importe, là, mais je pense qu'il faut que tu y crois sincèrement parce que c'est pas le plus facile. Faut pas que tu y ailles avec des lunettes roses. Ouais. Sois conscient du domaine que tu as choisi, du milieu que tu as choisi. De le faire pour les bonnes raisons. C'est riche en expérience, en rencontres, en tout. Mais c'est ça, comme tu dis, Pascal, il faut sois passionné. Parce que les jours ne seront pas toujours tout très faciles. Mais c'est extraordinaire comme milieu. Une fois que tu tombes là-dedans, tu n'as pas envie d'en sortir. Ouais, c'est clair. C'est un milieu de passion, mais c'est intéressant de le dire aussi que si c'est pour juste... penser qu'on va faire des fortunes année 1 avec ça, peut-être qu'il faut choisir peut-être un autre secteur. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de le dire. Et un petit peu lié à ça, où vous voyez dans 10 ans? En sachant que vous n'avez pas de plan en plus, intéressant. Non, mais puis des fois, on se le demande. Puis ça fait encore plus de sens de vous poser la question après tout ce que vous m'avez dit. C'est tellement un milieu particulier, puis c'est tellement... imprévisible, c'est clair. Oui, imprévisible. Puis on s'est toujours laissé... Et puis, tu sais, on le dit en toute honnêteté, en toute transparence, même aux gens qu'on rencontre, que ce soit des clients ou quoi que ce soit. Tu sais, on s'est toujours promis avec Marc-Claude que si jamais une des deux était plus heureuse dans ce projet-là, tu sais, moi, je pourrais pas continuer toute seule parce que les minettes, c'est pas une ou l'autre, c'est les deux. Fait que, tu sais, je pourrais pas continuer seule. Puis si, pour des raisons de vie, je décidais de moi ou Marc-Claude, parce qu'elle voudrait prioriser certaines choses avec sa famille, t'sais, on s'écouterait puis on se respecterait là-dedans. Fait que, on va pas tenir mordicus aux minettes si jamais on sent que l'une ou l'autre n'est plus heureuse là-dedans. Fait qu'on s'est jamais non plus fixé dans 10 ans, il faut qu'on soit rendu là. On est beaucoup à fonctionner. Je veux dire, on n'a pas le choix quand même de faire fonctionner cette entreprise-là. On a des engagements financiers et tout. Mais sans se dire... je veux dire, oui, je souhaiterais peut-être que si j'ai pas d'enfant, Marc-Claude a 2 enfants. Si Juliette, sa fille, un jour c'est impliqué, ça serait génial d'avoir une relève. Mais on mise pas sur une relève. Non, mais c'est ça qui est beau. On se dit pas dans 10 ans, il faut qu'il y ait une relève, qu'on pense à la relève ou quoi que ce soit. Dans 10 ans, si pour X raison on a décidé de prendre un autre chemin, ben ça sera ça. Mais la réponse, c'est la plus cohérente avec tout ce que vous m'avez dit depuis le début. C'est vous faites ça avec vos tripes. S'il n'y a plus les tripes, les minettes n'ont plus de raison d'être là, quoi, au final. Fait que... On fait juste continuer comme... On saisit les opportunités. On écoute les gens autour de nous, que ce soit la clientèle et tout. On s'adapte, puis... évidemment, d'être la référence en tant que... Puis notre intuition, je pense, nous a toujours bien servi. Je sais qu'il ne faut pas juste se baser là-dessus. Mais, on est très curieuse. On est toujours à l'écoute de ce qui se fait. Je pense qu'on a ce côté-là, de par la curiosité, d'être pas en avant de la parade, mais on est quand même, je pense, là-dessus assez, comment je dirais... assez proactif dans la mesure où on va prendre des décisions qui généralement sont assez bonnes selon ce qu'on voit. Fait que, tu sais, si on voit qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour continuer ce projet-là puis de le pousser encore plus loin, on va le faire. Si on sent que c'est peut-être le temps de prendre un autre chemin, on le fera peut-être. Non, mais c'est la réponse la plus cohérente avec tout ce que vous avez pu dire avant. Bon, on est cohérent. Non, mais c'est vrai, vous avez un projet de cœur. On est cohérent. Non, mais c'est vrai. Parce que souvent, c'est une réponse où souvent, on n'est pas obligé de trouver une réponse à ça. Est-ce qu'on a envie de se voir quelque part dans 10 ans? On peut juste se dire, c'est pour toujours faire des plans et se dire, voici mon horizon à 10, 15, 20 ans. Ça peut être aussi un projet de cœur et que on ne peut pas anticiper comment le cœur va se porter dans 10 ans. Dans 10 ans, on va toujours prendre l'apéro avec des Exactement. produits. C'est ça. Et nos meilleurs canons. Là, il y a une promesse. Ça, c'est sûr. Et donc là, on arrive on s'en était parlé un petit peu en off. Je précise d'ailleurs que vous n'avez pas reçu les questions avant. Là, on l'a juste vite fait aborder. On est dans la séquence entrée, plat, dessert où c'est des questions entre guillemets un peu plus spicy. Là, en entrée, j'avais en question quelle est la pire erreur financière que vous ayez fait à date avec les minettes? Sérieusement, des vraies erreurs financières, je pense qu'on n'a pas fait. Non, parce qu'en fait, étant donné qu'on a parti ce projet-là avec les sous dans notre poche, on a souvent dit, là, un peu moins vrai maintenant parce que
tu veux faire grandir l'entreprise, tu n'as pas le choix de faire des investissements. Mais on a toujours été à la hauteur un peu, les investissements étaient à la hauteur de nos moyens. Ouais. Fait que, les risques étaient à la hauteur de nos moyens. étaient à la hauteur de nos moyens, les investissements. On ne perdra pas de maison si... Non, c'est ça. Fait que, on est plutôt là-dessus assez prudente. Et bien anticipé, comme vous disiez, quand vous avez eu l'engouement en 2020 de l'achat local, vous n'êtes pas dit, par exemple, OK, ça va être tout le temps comme ça, donc... On va commander 5 fois plus, on va acheter 5 fois plus de stock, par exemple. Vous avancez avec prudence. Fait que, c'est plate, mais Non, mais c'est une réponse déjà. C'est déjà une réponse. En fait, si on avait fait notre entreprise à l'inverse, faire la boutique avant les produits, là, peut-être qu'on aurait eu des grosses erreurs vous auriez peut-être dit, OK, je vais prendre direct super grand, et peut-être que vous n'auriez pas eu le flux direct. Ça aurait peut-être été la connerie que vous auriez dit. Ouais, c'est ça. Nous, on fabriquait des produits, on les vendait, on prenait cet argent. Tu sais, Fait que c'est allé vraiment graduellement. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin d'investissement extérieur. C'est une bonne réponse aussi. On n'est pas obligé de faire des erreurs financières. Bon, il y en a des petites, là, mais rien qui mais tu sais, j'ai fait un virement à la mauvaise personne. Je n'étais pas prêt à la bonne spatule. Mais donc, c'est très correct. Et la deuxième question pour le plat, c'est quel est le mythe ou le cliché le plus tenace que vous entendez encore sur les femmes entrepreneurs en agroalimentaire? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu des résistances où vous vous avez dit « Ah, je pense que si on avait été des hommes, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette friction ou peut-être que face à une négociation ou pas tant. » Pareil, là, une fois de plus, c'est bien. Puis en plus, on connaît beaucoup de femmes, même de sœurs ou quoi, mais de femmes qui sont dans ce milieu-là, puis non, Puis la femme prend de plus en plus de place, puis c'est chouette de le voir autant en restauration que les entreprises. Je veux dire, le nombre d'entreprises où tu as des femmes à la tête de ces belles entreprises-là en agro, c'est fantastique. Complètement. Là, je veux dire, Fait que, je pense que c'est un milieu qui donne quand même la place à... Oui, absolument. Puis qui aurait pu, justement, à une certaine époque, ça aurait pu être plus macho, plus masculin, je veux dire... en France, les premiers restés, je veux dire, jamais tu aurais vu une femme chef à la tête d'un restaurant, là, je veux dire. Maintenant, c'est clair. Montréal, la scène montréalaise, je veux dire, t'en as plein, même au niveau des entreprises. Fait que, on est dans un milieu très humain, fait que je pense que ça dans notre secteur à nous, je le vois pas. Peut-être dans le milieu peut-être plus agricole, il y a peut-être plus de clichés à ce niveau-là qui pourraient peut-être être plus... peut-être au niveau même, sur la scène viticole. Peut-être dans ce milieu-là, il y a peut-être encore des fois des petits détails où, par exemple, un fournisseur qui arrive et qui dit « Non, mais vous inquiétez pas, mes minettes, commandez ça, moi je connais généralement dans les points de vente. » Oui, à ce niveau-là, oui. Généralement, on n'aime pas travailler avec ces gens-là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je voulais aborder cette question pour avoir à la fois, non, vous ne l'avez pas ressenti, à la fois aborder ce sujet-là qui peut être des fois une peur. Peut-être qu'il n'y a pas à avoir cette peur, justement. Non, nous, on met de côté, puis on travaille qu'avec des gens, que ce soit les artisans, les fournisseurs, les distributeurs et tout. Si on n'aime pas, si on n'est pas à l'aise avec la personne, on n'y va pas. C'est carrément... Tu sais, le Québec fait... le Québec est une province d'entrepreneurs aussi. En fait, je pense que on est habitué de voir des entrepreneurs, je veux dire, que ce soit pour les fournisseurs, les distributeurs, je veux dire, ma petite madame, là, je veux dire, tu l'entends plus, là, ça, je veux dire, t'as plus ce volet-là peut-être un peu plus... On l'a eu un peu, là, mais surtout avec le nom qu'on a, des petites blagues grivoises, et on a eu le lot de, mais tu sais... Après, je pense que vous avez aussi la force de caractère pour bien recadrer. Je me fais pas de soucis pour vous. Je pense que vous arrivez à remettre dans le rang dès que ça déborde. Voilà. Donc, c'était intéressant. Je trouvais que c'était intéressant de au moins parler de ce côté que, tu sais, s'il y a une femme qui nous écoute, qui hésite à se lancer dans cette industrie, fonce, quoi. Au final. Absolument. Pas avoir peur de... C'est ça. Il y a de la place, puis tout est à faire. Et il faut la prendre, cette place. Il y a de la place pour tout le monde, au final. Ça prend un minimum de guts, là, quand même. Oui, bien sûr. Une force de caractère, mais après, sérieusement... Parfait, super. Et pour le dessert, c'est toujours la même question pour tout le monde. C'est si vous pouviez voler une idée marketing ou à une autre marque ou le marketing entier d'une marque, laquelle ce serait? Par exemple, Chef Oli, il a dit moi, je volerais Ricardo. Il y a Distillerie Trois Lacs qui ont dit moi je volerais de la manière dont Boréal communique. Ça peut être au Québec, ça peut être il y en a qui nous ont dit Maxi, on aime bien comment ils interagissent. Est-ce que vous avez vu, que ce soit au Québec ou ailleurs, un élément du marketing ou un marketing entier, vous avez dit waouh, ça me parle, j'aimerais faire ce genre de choses là? Ça c'est embêtant. Mais moi je prends une entreprise québécoise qui n'est pas du tout dans le volet agroalimentaire. Ouais, c'est pas obligé que ce soit agroalimentaire. En fait, parce que, tu sais, puis
Ben, là, je vais parler pour moi, là, puis c'est peut-être parce que c'est au niveau de nos lacunes, parce qu'à vouloir tout faire, des fois, tu fais pas les choses correctement, puis dans mon rêve de nous organiser, là, mais une belle entreprise qui fait bien les choses d'un point de vue marketing, puis sûrement avec des moyens qui sont pas exponentielle. L'entreprise Be Kind avec Marie-Lise. Oui, exact, ouais. Et j'adore. Souvent, on le cite quand on se fait nos lacs à l'épaule. Je trouve qu'elle a vraiment bien fait des choses. Son marketing, il est simple, mais il est bien fait, il est bien ciblé, il est efficace. Ils n'ont pas l'air d'être beaucoup là-dedans, en plus. Hein. Ouais. Non. Ou alors, c'est bien masqué, justement, ça paraît très authentique. Non, je suis certaine qu'ils ne sont pas beaucoup, mais ils font bien les choses. Je trouve que c'est un beau modèle. Et elle se déplace en personne à l'expo Manger Santé, c'était elle qui était là. Enfin, c'est cohérent. Elle reste authentique dans sa marque. Je veux dire, le côté humain reste là. Complètement. On continue à la voir, mais dans toutes ces tactiques, tout ce qu'elle fait, je trouve ça pertinent, en fait, ce qu'elle fait. Hyper intéressant. Est-ce que Marie-Claude, t'as un autre nom en tête ou... Sérieusement, ça ne me vient pas, mais Be Kind, je trouve que c'est une très belle... Oui, parce que comme souvent on le cite quand on se fait nos lacs à l'épaule et quoi que ce soit, on est autant consommatrice que... Non, vraiment une belle marque. admirative de ce qu'elle fait. Parfait. Ben là, on est arrivé à la fin de cet épisode. Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que vous avez envie de partager aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, évidemment, d'aller sur lesminettes.ca. Puis même encore mieux, de venir nous voir dans le Vieux-Sainte-Rose. On va vous accueillir avec un excellent café. Là, au moment où ça sort, là, normalement, on est en plein été en plus. C'est parfait. En plus, on est, comme je te disais tout à l'heure, on est à côté de la piste cyclable, que vous soyez à Montréal ou quoi que ce soit. C'est une super sortie. On a le bord de l'eau. Vous venez chercher un petit café, vous venez vous faire conseiller par... Si on réussit à le faire cet été, on a l'œuf pique-nique qu'on veut lancer depuis des années. Parce que c'est vraiment un beau village c'est un village là, à découvrir. Puis, fait que ça vaut la peine de venir nous voir. Parfait. Là, actuellement, normalement, au moment où ça sort, vous êtes en plein mois de juillet ou tout début août. Donc, là, c'est le moment. C'est le moment. Potentiellement une offre pique-nique. Quoi qu'il arrive, il y aura des produits gourmands à se mettre sous la dent. Exact. Un bon café troisième vague à aller chercher. Là. Glacé, peut-être, en été. Ou pas. On les fait tous glacés. Moi, je préfère les cafés chauds, quoi qu'il arrive. Mais il y aura ce que vous recherchez en tout cas. Et est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, un truc à partager? Merci pour la discussion, c'est super intéressant. Moi, hyper intéressant. Merci pour la belle vitrine aussi que tu offres à nous et à tous les... Magnifique produit, une fois de plus. Je trouve le packaging, c'est pas mon cœur d'expertise. Moi, je suis pas graphiste, par contre. Mais j'ai vraiment accroché, en plus que j'accroche à un brand en ligne, parce que je l'ai vu sur la boutique, j'ai fait « Ah, c'est beau », je trouvais ça... Vraiment, j'aime quand on voit le produit aussi cohérent. Je ne sais pas si c'est dans les réflexions hautes, mais de ce côté transparence aussi, on veut montrer sans fil ce qu'il y a. Je trouvais ça intéressant de voir derrière ce qui s'y cache. Peut-être que ce n'était pas dans la réflexion, mais c'était essentiel. Ok, super. Mais j'ai trouvé ça super beau, super actuel. Et en tout cas, merci à vous qui avez regardé, écouté jusqu'à ce moment-là. Je pense que ça fait 1h30 qu'on discute, 1h30, 1h40. Merci à Origine qui produit cette émission. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous êtes intéressé par des services marketing, vous avez moins 10% sur les services de la grappe si vous dites que vous venez de la part du balado. Bonne journée, bonne soirée, suivant quand vous écoutez ça. À la prochaine. Merci. Merci à toi. Merci à vous.